Vous écoutez le 13e étage avec votre animateur Jean-Philippe Jalbert et ses invités JP Jalbert. Chaque semaine, on reçoit des entrepreneurs qui viennent nous parler de leur parcours et échanger sur des sujets qui les concernent. Le 13e étage, le podcast incontournable sur l'entrepreneuriat, la finance et l'immobilier au Québec. Le 13e étage, on va parler des vraies affaires. 13e étage. Bienvenue au 13e étage. Je m'appelle Jean-Philippe Jalbert. Je suis entrepreneur et développeur immobilier. Aujourd'hui, dernière journée de tournage avant la pause parce que là, les gens ça va être à l'automne, mais nous, on est en pause par la suite. Et j'ai l'honneur de co-animer avec François aujourd'hui. Comment ça va, François? Ça va super bien, JP. Merci de l'invitation. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des vraies affaires. Puis tout de suite, je vais te dire, j'espère que tu vas un bel été. Tu sais. Ben oui, exactement. Puis en fait, aujourd'hui, on a des invités de marque. On va parler d'hypercroissance, de l'entrepreneuriat en immobilier, l'importance des données. Et on va parler de ça avec Sana Benzacourt et Patrice Ménard de PMML. Comment ça va? Ça va super bien, merci. Merci de l'invitation. On est très content de vous recevoir. Des grosses pointures aujourd'hui, Jean-Philippe. Là. Ben oui, puis on va avoir des sujets vraiment intéressants pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Mais tout d'abord, on pose toujours la question pour les gens qui vous connaissent pas, mais qui connaît pas Sana puis Patrice? Mais mettons qu'il y a des gens qui vous connaissent pas, là. Qui vous êtes? D'où vous venez? C'est quoi le parcours des individus derrière PMML? En toute humilité, il y a bien du monde qui ne nous connaissent pas encore, j'espère, parce que ça veut dire qu'il y a du potentiel, mais en même temps, bon, c'est correct. Prenez-le, c'est bien mérité. On s'est rencontrés à l'université, Patrice et moi. Donc, j'avais 20 ans, Patrice avait 22, justement. Puis, on a été en sciences politiques. Et voilà, à l'UQAM. Et puis, je pense qu'on était là juste parce qu'il fallait aller à l'école, puis il fallait aller à l'université, ce qui n'est pas une mauvaise chose, tant qu'à rien faire. Puis finalement, on s'est découvert une passion pour l'entrepreneuriat. Puis voilà, on a commencé dans le marketing de réseau. Ça a été mon meilleur parrainage à vie. Et puis après, on est devenu partenaire d'affaires, amis et tout ça. Il faut dire que c'est ça. Quand Sana m'a rencontré, elle avait de la vision parce que j'avais, premièrement, c'est un concept d'affaires qu'elle me présentait, mais j'avais les cheveux longs jusqu'ici avec un chandail de Led Zeppelin. Et puis, avec tout ce qui vient avec. Et donc, c'est ça. Fait que Sana m'introduit au monde des affaires et la vente, en fait. Je pense que ça a été le début. Ça fitait bien avec la politique, en fait. C'est ça. Fallait trouver quelque chose d'intéressant à faire entre deux cours. Mais à blague à part, je pense que Patrice, t'étais entrepreneur depuis l'adolescence. Puis je pense qu'on s'est juste trouvé. Puis tu sais, t'as des matchs parfaits dans la vie, là, tu sais, mais on ne savait pas encore. On était juste amis. Puis on est restés amis quand même 1 an et demi. Puis, c'est ça. Donc, puis on a bâti, si on veut, les équipes de vente ensemble. Et je pense que c'est là où est-ce que notre people skills, les pitchs de vente, la réjection, la prospection, tout ce qui vient avec la vente, finalement. Avant, tu n'avais pas de Google, tu n'avais pas rien. C'était tout à mitaine, tout était papier. Le bottin jaune, c'est ça qu'on avait. Le cold call. Le cold call, ça. Exactement. Ouais. Au lieu d'envoyer une vidéo, à ce temps-là, on avait des cassettes ou des vidéos, des VHS. Des VHS. Ouais. Puis qu'on allait porter aux gens, puis on disait, écoute ça, puis rappelle-moi par la suite. Fait que imaginez, là. La VHS, Jean-Philippe, t'as pas connu ça, toi, là. Ah oui, j'ai connu ça. J'ai même connu le bêta. D'après moi, t'as acheté ça à ton grand-père, là, tu sais. Mais écoute, c'est intéressant. Puis comment ça s'est présenté, cette occasion-là, dans le fond? Parce que de ce que je comprends, c'est toi qui as commencé en marketing de réseau en premier puis qui a recruté Patrice. Oui, mais c'est ma sœur, une amie de ma sœur. En tout cas, un groupe d'amis, finalement. Tu sais, c'était tous des étudiants. Tout le monde était cassé. C'est ça qu'on n'allait pas faire d'argent parce que personne n'avait de l'argent pour acheter les produits. fait que c'est ça. Mais quand même, tu sais, puis on recrutait des étudiants parce que c'était notre marché chaud. Puis tu sais, le farming, là, mais tu sais... De faire leurrer, mettons, le potentiel de revenus et tout, alentour des gens. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on a appris vraiment assez vite de sortir de sa zone de confort, de ses connaissances, les gens que tu connais, là, puis d'aller à l'extérieur, puis de cast a bigger net, là. Tu sais, aller chercher plus de monde. Puis Patrice, c'était extraordinaire là-dedans. Ben, c'est ça. C'est parce que, comme on dit, là, tu sais, PMML, les gens regardent aujourd'hui, puis c'est rendu gros. Les gens qui s'affrontent de plus de 1000 immeubles sous contrat à travers la province, soit en financement, soit en vente. Et ce qui fait de nous le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec et également le plus grand agence immobilière commerciale. Et de loin. Maintenant, quand tu regardes ça, mais c'est ça que je trouve intéressant, c'est ça, on peut développer un peu sur comment on a commencé parce qu'il n'y a pas de overnight success. Les gens voient les résultats aujourd'hui, mais je vous assure que le processus a été incroyable. Que 2 jeunes étudiants en politique se ramassent aujourd'hui avec
tout ce qu'on fait comme volume, okay, de vente, ça représente environ 1 milliard de transactions les 12 derniers mois. C'est phénoménal, ça. Oui. Ah, c'est incroyable. Mais en même temps, c'est le processus de construire. Puis je pense que à quelque part, l'entrepreneuriat, quand tu l'entres dans toi, c'est là-dessus qu'il faut que tu te bases. C'est de tomber en amour avec le processus de construire une entreprise plus que le résultat final. C'est sûr que c'est impressionnant ces chiffres-là, puis on en est fiers. Mais je peux vous assurer, pour continuer à grandir, pour continuer à croître, il faut que tu aimes ce que tu fais, que tu enjoys chaque minute de ça. Et parce que quand tu arrives tu sais, tout le monde a eu sa première auto, puis tout le monde est content. Tu es content de ton nouveau char, tu sors dans ton auto, tu t'en vas chez toi, tu la regardes en arrière, tu es fier. Tu sais. Tout le monde a fait ça. Après quelques temps, ben, tu la regardes plus ta voiture. Tu rentres. Après 3 mois, elle est plus belle. Là, c'est ça, ouais. tu rentres. Fait que si tu es tombé en amour avec le processus de t'acquérir cette voiture-là, puis tous les efforts que tu as faits pour y arriver, c'est bien plus gratifiant que le produit final. Donc, si on retourne à PMML, puis on regarde aujourd'hui ce qu'on a fait, on a bâti, mais c'est toutes ces petites aventures-là qu'on a faites dans le marketing des réseaux qui nous a appris nos skills de vente, les skills de travailler avec les gens, de hustle, de se priver peut-être pas de manger, là, mais on était, peut-être ça m'a donné un petit peu de détails. Là, Moi, je me rappelle de 3 jours de gruau, là. Exactement. Pour vrai, on avait... Mais j'ai goût qu'on développe là-dessus parce que c'est on a mangé, mais... Non, mais c'est l'essence du podcast parce que tout le monde voit, tu sais, les gros joueurs, puis, mais on sait bien, tu sais, mais c'est pas parti à 100% la première journée, tu sais. Puis, qu'est-ce que tu disais, Pat? Ça me fait penser souvent à ce que je dis, c'est, l'argent, le succès, c'est une conséquence de tout ce qui se fait avant. Tu sais, on voit l'iceberg, souvent l'image, là, quand même facile, là. Tu sais, mais on voit pas tout ce qui est en dessous. Tu sais, là, vous êtes rendu à avoir du succès, à avoir une grosse agence, mais probablement qu'il y a eu des années où ça a été très difficile. Puis là, tu parlais du gros. J'ai goût que tu me parles de ça, puis de comment on est passé à 22, 23 ans là, à faire du marketing de réseau où ça marchait plus ou moins un petit peu qu'est-ce que tu me disais, puis à bâtir une des plus grandes agences hypothécaires au Canada. Là. Écoute, nous, là, dans le fond, c'est parce que tu fais tant d'argent. Tu as 2 choix, de le dépenser ou de le réinvestir. Fait que la mentalité de réinvestir tes profits, il faut que tu l'aies depuis le début. Fait qu'à petite échelle, quand on avait un petit peu de revenus ou très, très peu, on achetait ces fameux VHS-là ou les cassettes qui étaient quand même assez chères, mais tu sais, t'en achètes pas un, tu achètes des paquets de 20, 30, peu importe, puis après, tu les distribues. Ça revient pas tout le temps. Donc, tu sais, puis il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu payes tes choses. Fait qu'à un moment donné, puis moi, mon père, mes parents viennent du Maroc. Fait que mon père m'a dit, il y a 2 choses importantes dans ce pays. Tu gardes ton nom. Fait que genre, en voulant dire, tu payes tes factures. Dès le départ. Fait que là, c'est comme, on mange ou on paye les factures? C'était rendu comme là, finalement, on mangeait ce qu'il y avait, ce qu'on pouvait, tu sais, des sachets de gruau à l'érable, là. C'est toujours on en mangeait avec des toasts, c'est ça. Ramen ou craft dinner, mais j'aime le gruau, c'est différent. Mais bref, c'est juste un petit passage, ça n'a pas duré longtemps, puis on allait chez mes parents le samedi, puis on se bourrait la face. Puis, Mais en même temps, c'est comme ça a dit, c'est le processus, puis comment peux-tu pas apprécier aujourd'hui ce que tu as, malgré les défis qui sont 10 fois, 100 fois plus gros qu'ils étaient. Mais en tant qu'individu, on a grandi aussi là-dedans. Je pourrais peut-être développer un peu là-dessus tantôt, mais comment tu peux être pas reconnaissant malgré tout ce qui s'est passé dans la dernière année, le COVID, whatever. Puis, tu sais, à quelque part, t'aimes voyager, on aime voyager, mais on n'a pas voyagé. OK, c'est pas grave, on a bâti notre business. On a ouvert 5 bureaux pendant cette période-là, à travers la province. Il y avait une raison pourquoi, en tout cas, pas nécessairement pour nous, mais pour nous, pourquoi que le COVID est arrivé, c'était pour ça. Puis je pense que dans ton ADN profond, si tu as de l'entrepreneuriat dans toi, puis c'est pas fait pour tout le monde, on pourrait développer également là-dessus. Je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et à partir de là, si tu as un ADN qui est positif, un ADN qui est capable de regarder les choses puis de transformer en opportunité, ben je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas rien qui peut t'arrêter. Et surtout quand tu as mangé du gruau pendant 3 jours, à un moment donné, tu viens que les problèmes, c'est relatif. C'est facile de se regrander. Très facilement. Puis, tu sais, on était 2 jeunes, on rêvait, là. On rêvait, là, tellement, là. On allait même, je me rappelle, au chapter où on restait au centre-ville. Puis on allait au chapter sur Sainte-Catherine. Un des premiers Starbucks, je pense, qui est ouvert dans la région de Montréal. On allait là au 2e étage. On se prenait un café. Puis dans le chapter, on allait chercher des magazines. Et des magazines, là, des boats, peu
peu importe, là, tous des boats de luxe, que ce soit tous les voyages, Island Magazine, là, je pourrais quasiment, là, ça pourrait tous les nommer. Et on allait chercher une pile, là. On s'assoyait au café avec une pile de magazines. On n'achetait pas les magazines, on n'avait pas l'argent pour. On prenait notre café pendant 2-3 heures de temps. On sirotait, en fait. Et là, on rêvait, on regardait. Puis un jour, on va aller là. Un jour, on va aller Définir le goal, définir le but, là. Les rêves, c'est excessivement important. Puis malgré qu'on n'avait pas les moyens, l'espoir était là. Puis quand l'espoir est là, ça peut transporter des montagnes. L'espoir, c'est tout. Parce que ça t'emmène de quelque part. Puis ce qui fait que quand tes rêves, quand tu commences à développer ces rêves-là, puis ils sont tellement ancrés en dedans de toi, là, très, très fort, là, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que n'importe quelle épreuve, c'est rien par rapport à où est-ce que tu vas aller. Le problème des gens, présentement, c'est qu'ils arrêtent de rêver. Les enfants, quand on regardez vos enfants, ça rêve, ça parle de projets. Puis, honnêtement, on les écoute, on ne veut pas les refréner, mais c'est comme naturel de les refréner dans l'être humain de faire ça. Pourtant, si jamais on gardait cette mentalité-là de ne pas avoir de limites puis de toujours rêver, je pense qu'on aurait un monde meilleur aujourd'hui. C'est beau. Je pense C'est que bon. C'est vraiment bon. Non, mais c'est vraiment C'est excellent. Ouais. Puis Ouais, moi, je vais aller dire, j'avais comme, je dis, un moment donné, il y a dû avoir un magazine qui a flippé dans lequel il y avait une maison, une propriété qui a fait comme, hey, moi, qu'est-ce qui vous a amené là? Je sais pas, tu sais. Parce que là, on est parti de rêver à un bateau, à un île ou à un désert, tu sais, en vendant du marketing de réseau. Puis là, on est rendu qu'on a le plus grand cabinet, en fait, hypothécaire ou même de courtage immobilier. Mais tu sais, moi, je pense que pendant qu'on rêvait puis on n'avait rien, OK, on n'avait vraiment rien, puis le budget justement de loisirs, c'était les cafés. Puis on se disait, c'est qui qu'on doit devenir pour être la personne qui va se permettre ces choses-là? Be, do, have. Tu sais, Rich Dad Poor Dad? Be, être, do, faire, have, avoir. C'est ce que faut que c'est exactement ça. OK? Fait que, qui est-ce qu'on doit devenir? Parce que ça existe, puis il y a du monde qui les achète. Il y a du monde qui vivent comme ça. Pourquoi pas nous? Puis on croit toujours aux histoires de succès des gens qui habitent en Californie, Arizona. Pourquoi pas nous? Puis exactement. Pourquoi pas nous? Mais c'est fun parce qu'ils n'ont pas peur de dire que c'est ça qu'ils voulaient. Tu sais, on parle de luxe, de confort, de belle beauté. Tu sais, vous avez dit, nous autres, on veut aller là. Ouais. Mais on François, veut y aller, tu sais. Le pire là-dedans, c'est qu'on n'a jamais acheté le bateau, on n'a jamais acheté la grosse voiture, on n'a jamais acheté la grosse maison. Mais c'était juste d'avoir la confiance de pouvoir se le payer. Et aujourd'hui, si tu passes devant un concessionnaire d'auto de luxe, tu sais que tu passes, puis bon, tu peux acheter cette voiture-là au comptant. Tu dis, c'est plus satisfaisant souvent de savoir que tu peux l'acheter, mais que tu le fais pas, mais que y a pas. C'est toi qui décides. De toute façon, vous l'avez défini tantôt. Vous aimez la ride. Vous n'avez pas le but, c'est la ride. J'ai un ancien partenaire d'affaires, moi, qui me disait ça, son père, il dit, moi, là, c'est pas de faire la vente, c'est la ride pour faire la vente. Une fois qu'il a vendu, là, j'en ai plus rien à faire, tu sais. Je veux rider. Puis c'est un peu ça que vous avez exprimé tantôt en disant, mais qu'est-ce qu'on fait pour rider, pour y arriver, là? Puis les cafés, on les prenait aussi dans les grands hôtels. On avait une habitude d'aller au Reine Elisabeth, on allait dans les grands hôtels au centre-ville. Puis là, on se croyait. On s'assoyait, on commandait. Là, il fallait donner du pot mort en plus, fait que ça augmentait le budget du café. Puis on s'assoyait, mais attends, on regardait ces gens-là. Est-ce que ça pourrait être nos futurs clients? Est-ce qu'on pourrait être des gens comme ça? Comment ils s'habillaient? Comment ils marchaient? C'était pas le gars ou la fille qui passe à la va-vite dans un café, tout déglingué ou je sais pas quoi. Exactement, comment ils s'assoyaient, comment ils se comportaient, la façon qu'ils étaient. Tu faisais l'étude de marché. Les gens, carrément. Exact. Parce que tu veux te transporter de ta réalité. La réalité virtuelle, on en parle, mais dans le fond, c'est quoi? C'est la visualisation, là? Exactement. Bon, ben la réalité virtuelle, on le fait en tant que... En tout cas, on voulait tellement, là. Fait que là, quand tu te transportes dans un milieu comme ça, puis là, t'es là, tu dis, ben la seule chose qui me sépare entre eux puis nous, c'est le nombre de chiffres dans le compte de banque. C'est tout, là. Parce que je suis cassée, je suis pas pauvre. Mm-hmm. Fait qu'il faut juste que j'ajoute des zéros dans mon compte de banque. Mais je fais quoi pour y arriver? Quand je m'appelle Patrice Ménard puis je m'appelle Sana Benzacourt, qu'est-ce que je fais pour y arriver? Ben, on a vendu on a passé la vente de produits de ménager, je pense, c'est la première compagnie. Après, c'était des longues distances. Puis après, on a décidé que le modèle d'affaires de marketing de réseau, c'était pas fait pour nous, là. Mais on est resté dans la vente. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut vendre de très gros? Et, exactement. C'est là que Sana a déposé le livre
Rich Dad, Poor Dad sur Père riche, Père pauvre sur ma table. Qui est un excellent livre, d'ailleurs. Moi, c'est un des livres qui m'a fait le plus réaliser pourquoi je suis devenu entrepreneur, en fait. Exactement, c'est parce que puis le deuxième de la série qui est, je sais pas en français, mais c'est Quadrant Flow, c'est-à-dire les cadrans, j'imagine, les cadrans. Et quand il explique entre employés, travailleurs autonomes, business puis investors, ces 4 choses-là, ça m'a marqué. Et quand que ça m'a passé le premier livre, Rich Dad, Poor Dad, que je suggère à tout le monde, qui va prendre le concept d'avoir des actifs qui vont payer tes passifs ou tes jouets, là, tes doodads qu'ils appellent. Mais d'emmener ça à un autre niveau avec le deuxième livre, qui est de développer une entreprise. Et là, justement, d'aller chercher cet entrepreneuriat-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être employé, ce qui est correct, en passant? Tous les points sont corrects, mais maintenant, il faut que tu sois capable de matcher tes ambitions avec le véhicule. OK? Donc, c'est sûr que quelqu'un qui veut être milliardaire ne peut pas le faire en tant qu'employé. Peut-être le numéro 2 d'Apple, le numéro 2 de Facebook, ou comme on l'a vu avec le numéro 2 de Microsoft, mais habituellement, c'est vraiment le véhicule et l'entrepreneuriat de développer une entreprise. Au nombre d'actions qu'il y avait, sûrement qu'on l'appelait pas comme un employé. Là, mais c'est c'est ça. une autre histoire. Mais... Ouais, OK, clairement. c'est vrai, par exemple. Ah, tout à fait. Puis j'ai goût de... Dans le fond, on était à 25 ans, 30 ans. Comment ça se dit là? Parce qu'on part pas un bureau, un cabinet de courtage de rien. Donc, j'imagine que vous avez fait vos licences de Exactement, de parce que... courtier. Comment ça s'est fait? Bonne question, parce qu'à ce moment-là, bon, justement, là, on s'est dit, OK, nous autres, il faut développer un business. Et là, quand on regarde ces fameux cadrans-là, puis je donne ça pour une référence, parce que les gens, la majorité des gens que je parle ont déjà lu ce livre-là, c'est comment qu'on peut passer de E à travailleur autonome, OK? Et en tant que travailleur autonome, bien sûr, là, à ce moment-là, pour nous, c'était la vente. Fait que tant qu'à vendre, on avait vu les livres sur l'immobilier, on va aller vendre de l'immobilier. Ça va être tant qu'à vendre, on va vendre des grosses choses. Et c'est ça qui a fait que moi, j'ai été suivre mon cours en 2003. J'ai été suivre mon cours de courtier. À ce moment-là, il appelait ça agent immobilier. Et en 2004, j'ai eu ma licence et j'ai commencé, très peu de gens le savent, mais j'ai commencé comme courtier hypothécaire pendant 6 mois. Ensuite, parce qu'à ce moment-là, ce qui est important de savoir, c'est que quand tu faisais ton cours d'agent immobilier, tu vas être autant agent hypothécaire ou courtier ou agent immobilier. Qui étaient reliés au titre exact. Exactement. Fait que là, je dis, OK, mais je vais aller faire le courtage hypothécaire. Finalement, 6 mois après, pour toutes sortes de situations là, qui est arrivée, je me suis parti comme courtier immobilier. J'ai été avec, la première bannière, c'était avec Remax. Puis quelques mois après, je suis parti avec Sutton. Et là, j'ai resté de 2004 à 2008, jusqu'à temps qu'on fonde l'agence Patrice Ménard Multilogement, puis MML, en 2008. Parce que l'évolution de vendre des résidences est devenue de vendre des immeubles locatifs, quoi. Il y a eu un processus là-dedans. Puis pour devenir multilogement, c'est-tu multilogement voulant dire on vend de tout ou c'est... Non, c'était vraiment, au départ, vraiment, les premiers 6 mois, là, j'ai fait comme courtier hypothécaire. L'autre premier 6 mois en tant que courtier immobilier, j'ai fait un peu de tout, les maisons. La deuxième année, j'ai commencé à faire des plex seulement. J'ai arrêté les maisons assez rapidement. J'ai pas le temps aujourd'hui parce qu'on prendrait quasiment 1 heure d'expliquer la situation, mais il y a une histoire de ride de train là, où un acheteur m'avait emmené là, de ville en ville jusqu'à la dernière gare pendant 3 mois de temps pour trouver la bonne maison. Mais bon. Et elle a assez pour couper les ambitions. Assez carrément. Je me suis dit, regarde, on va y aller avec les investisseurs. Puis là, bon, bien sûr, tout Rich Dad, Poor Dad, à ce moment-là, j'étais vraiment là-dedans. Je lisais tout là-dessus, très intéressé à l'investissement immobilier. Fait que tranquillement, on s'en allait à vendre des plex. Et en 2006, donc 2 ans après avoir commencé l'immobilier, on a pris la décision de vendre seulement du 6 logements et plus. Et là, ça en est vraiment dans ce qu'on appelle le multilogement. Puis Sana, pendant ce temps-là? Ben écoute, dans le fond, lui, on fait vraiment du fast-forward parce que tu étais à temps partiel dans tes cours d'immobilier, là. Oui, ce qui est important de savoir, tu sais, aujourd'hui, j'apprécie, mais c'est comme ça, on le dit, j'étais à partiel parce que je faisais du ménage la nuit. OK? Vraiment, je nettoyais les toilettes, dans un supermarché, je traînais les planchers, je décapais les planchers en plein hiver avec le calcium et tout. Pour ceux qui vont comprendre. Puis, le jour, j'allais à mes cours. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Puis, j'ai retourné faire du ménage parce que j'avais un autre emploi. On était dans la vente. Mais pour pouvoir faire les cours, j'ai décidé de retourner parce que mon père, quand j'étais jeune, avait une entreprise d'entretien ménager. Fait que je savais c'était quoi. Je dis, je vais aller faire ça pendant la nuit. Je retourne. Fait qu'il faut avoir l'humilité de retomber à la base et de dire, je vais faire ça pendant 6 mois pendant que je vais faire mes cours. Fait que ce que j'ai fait,
Et c'est ça que des fois, j'ai de la difficulté avec les gens. C'est qu'ils veulent un objectif, mais ils sont pas prêts à payer le prix, à tout laisser tomber, à les focusser. Ouais. Moi, je me suis dit, c'est ça que tu veux, Patrice? On se met en accord, Sana et moi. Et là, OK. Fait que là, moi, je vais travailler de nuit. Je vais faire mes cours pendant ce temps-là, de jour. Et par la suite, on va recommencer dans la vente, mais que j'aille ma licence. Exactement. Puis on avait notre fils, il est né en 2000. Donc, entre-temps, on a eu notre fils qui maintenant est dans l'entreprise. Là, mais, tu sais, il est né, puis justement, c'était tout de jongler les horaires. On avait une voiture, fallait que... Moi, j'ai aussi pris un emploi pendant quelques années. Fait qu'il fallait se partager la voiture. En tout cas, c'était vraiment une organisation de... On s'est organisé avec une voiture, avec le travail de nuit, l'école et tout ça. Puis le soir, quand tu as commencé à avoir ta licence, ce qu'on a fait, c'est que le soir, moi, je faisais les offres, les contre-offres, les choses comme ça. Après mon shift, je couchais le petit à 7h30. Il fallait qu'il dorme à 7h30. Il fallait qu'il dorme à 7h30. On a besoin de temps. Là. Puis, maximum 8 heures, le bain, tout était fini. Puis après, moi, jusqu'à minuit, on faisait ça. Lui, il faisait ses préparations de visite, des packages qu'il faisait pour les clients. Il fallait tout imprimer et tout. Puis le lendemain, on recommençait. Puis quand on a eu... tu sais, quand je disais, il y en a qui dépensent leur argent, tu sais, c'est des belles commissions en immobilier. Il y en a qui dépensent leur argent pour flasher. Excusez-moi, je ne veux pas juger. Pas pour flasher, pour se gâter. Mais moi, dans le temps, je me dis, moi, j'ai pas besoin de ça en ce moment. Là, moi, il faut qu'on décolle. Mais décolle. Tu sais. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est que on s'est fait un plan financier. C'est quoi nos dépenses? C'est quoi nos revenus? Puis tout ça. Fait que quand on a eu 6 mois qui couvrait toutes nos dépenses. J'ai pu lâcher à l'emploi que le monde me traitait. C'était dans une institution financière, donc techniquement safe, mais genre, j'ai tout fait. Puis c'est pas grave, puis je l'ai fait parce qu'il fallait le faire. Quand on a eu 6 mois, j'ai tout lâché. Puis on s'est mis à temps plein, burn the boat, là. On brûle le bateau, là. On a brûlé le bateau. Fait que ça, fallait que ça marche. Est-ce qu'il a compté ses heures? Mais ce qui est le fun, c'est que le petit, il a pas senti ça. On avait nos activités de telle à telle heure. On était présents. Bon, on était présents de telle heure, il était là, tout ça. Mais c'est la discipline, les gens. Il faut avoir de la discipline, tu sais. La conciliation travail-famille. Tu sais, maintenant, on est un couple, on est en affaires. Il y a 20 ans, notre fils fait que, regarde, lui, il fait ses choses, puis ça, il n'y a pas de problème. Mais conciliation de travail-famille, c'est pas de travailler moins. Parce que si tu n'es pas plus présent avec ton enfant quand tu es avec ton enfant, ça n'a pas rapport, la conciliation de travail-famille. Est-ce que tu es présent quand tu es présent avec ton enfant? Faut l'être. Hein. Parce que c'est ça qui me chicote aussi. Parce que, mais c'est quoi votre idée de conciliation de travail-famille? Parce que là, dans le courtage, il faut faire tant d'heures. Combien qu'on fait d'heures? OK, c'est quoi tes priorités? Puis travaille tout le reste du temps. C'est tellement facile à être distrait par le courriel qui rentre sur le téléphone puis pas donner l'intérêt à l'en face. Peut-être à cette époque-là, c'était moins comme ça, mais je veux dire, c'était le même concept. Mais pareil, en même temps, il faut payer le prix. Ouais. Et les enfants aussi peuvent payer le prix. C'est pas grave. Tu sais, on retourne d'une génération en arrière, là. Tu sais, c'était pas pareil, là. On faisait comme, regarde, les parents travaillaient, puis on sortait dehors le matin, puis on rentrait le soir. Puis ils m'appelaient pas 4 fois la journée, j'étais où, quel texte. On a grandi à la même époque. C'est ça, je pense exactement. Que ça. Puis tu sais, comme genre, t'as couché où hier, j'ai couché chez tel ami, OK, parfait. Puis c'est à ce point-là, là. Tu sais, c'était comme, Puis, donc, je crois encore là que les gens pensent que on veut créer quelque chose pour les enfants, mais je pense que l'inspiration de ce qu'on fait dans notre vie, où est-ce qu'on veut aller, puis c'est pas, je le dis souvent, les gens qui ont déjà entendu, c'est pas le niveau d'ambition que tu as. C'est de matcher tes actions avec tes ambitions. Donc, si quelqu'un a une ambition très élevée, puis il n'est pas capable de matcher ça, c'est quoi l'exemple qu'il montre à ses enfants? Fait que, encore une fois, je ne crois pas que c'est une question de temps. Je crois qu'avec les enfants, je crois que c'est une question d'exemple. Puis, Amine, notre garçon, a toujours... il a compris ça. On était en voyage, on était partout. J'avais un téléphone, je le prenais. Puis, je dis ça à blague souvent, mais c'est vraiment vrai. Il était tellement conscient qu'il fallait qu'on développe notre business que je me rappelle encore quand il était tout petit, bien sûr, pleurait, faisait une crise, mettons, dans le banc en arrière. Mon téléphone sonnait, il arrêtait carré, je parlais le téléphone, je raccrochais, il continuait. C'est drôle parce que j'ai des images, moi, là. Je l'ai déjà vécu. Mais j'aime ce que Patrice et Sana disent, dans le sens que on a eu des invités dans le passé qui disaient que, tu sais, ils ont fait la plonge. Mais eux, ils ont planifié leur plonge. Ils ont dit, on va se préparer à ce qu'on veut. On sait c'est quoi notre goal. On sait où est-ce qu'on s'en va. Puis on se prépare à plonger. Puis le moment qu'on dit go, on saute, mais on le fait pour de vrai puis de la bonne façon. C'est vraiment bien planifié. C'est remarquable, en fait, ce que j'entends. Puis avec les enfants, tu sais, moi, je me rappelle, j'allais au parc avec notre fils, puis ça, puis tu sais, tu regardes, puis tu vois différents types de personnes, puis tu te dis pourquoi qu'on fait ça, puis il faut expliquer pourquoi qu'on fait les choses. Puis tu montres
des quartiers plus défavorisés, ben tu vois, on veut pas, eux autres, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé une façon d'avoir assez de ressources pour vivre une meilleure vie comme dans ce quartier-là. Il faut faire un road trip dans une ville, montrer différents quartiers, différentes circonstances, puis montrer pourquoi qu'on habite ici. Parce que eux, leur réalité, c'est ce petit kilomètre carré qui tourne alentour, puis c'est privilégié souvent. Alors que si tu montres, regarde, on veut jamais se rendre là. Il faut faire tout ce qu'on fait pour aller là, puis voyager, puis avoir ta bicyclette. Je me puis, rappelle, chaque fois que j'avais la chance d'emmener Amine dans une inspection, je le faisais pour montrer d'autres réalités aussi. Mais il était chanceux d'être éduqué comme ça, d'avoir eu cette prise de conscience-là, jeune âge, parce qu'aujourd'hui, je suis sûr qu'il en est grandi de ça, mais tu sais, je veux dire, c'est un bel exemple à donner à ses enfants. Là. Amine, puis là, pour donner un peu une bonne idée aux parents, là, c'est-à-dire que notre garçon, ceux qui le connaissent aujourd'hui le voient, mon Dieu, il a juste 20 ans, il a l'air vraiment plus vieux que ça, mentalement et physiquement. Mais encore là, ça reste un enfant. Je pense que si tu réussis à l'exposer à des belles choses, à du monde alentour, à des gens qui vont quelque part. Exemple, nous, à l'âge de 11 ans, on lui a fait faire un séminaire de Tony Robbins, les fameux séminaires de 3-4 jours, là, intenses, là, du matin au soir, où tu marches sur la braise. Là. Mais il l'a fait à l'âge de 11 ans, je pense, la première fois. Ouais. Ensuite de ça, en 14 ans, on l'a envoyé dans une même chose avec Tony Robbins, une organisation, c'est une semaine pour les enfants entre 14 et 17 ans à San Diego. Leadership. Ouais, et là, tu le drops là, puis tu le ramasses dans une semaine après. Et là, c'est tous des jeunes, je pense que c'est Youth Leadership Academy. Ouais. Et encore là, de l'exposer. Fait que c'est plus les parents qui disent quoi faire. C'est un messager externe qui donne une certaine... qui renforce le langage des parents. Exactement. C'est magique. Puis là, ensuite, on l'a emmené des conférences, de toutes les conférences immobilières partout. Je pense que le premier coaching qu'il a fait, il avait 16 ans avec le club immobilier. On l'a emmené à San Francisco. On a fait tous les séminaires. On a Grant Cardone, Gary Vee. Il a toujours rencontré ces gens-là en personne et serré la main à ces gens-là. Donc, de l'exposer à ça, aujourd'hui, il n'y a rien de fait, il n'y a rien de gagné pour lui. Mais quand que tu as été exposé aux choses, maintenant, tu sais les deux options, puis c'est à lui apprendre qu'est-ce qu'il veut faire. Choix qu'il veut faire. Exactement. C'est vraiment intéressant. Puis je pense qu'on sous-estime que les enfants, ce qu'ils peuvent développer et apprendre même à jeune âge, par rapport à la finance, on parle souvent d'éducation financière, là, il y a un gros manque actuellement. Souvent, il faut que ça vienne des parents parce que c'est pas la société ou l'éducation qui va vraiment donner. Là. Puis, je pense que c'est un gros manque. On a parlé dans l'autre podcast où on parlait de mindset un peu, puis de travailler un peu fort, puis de matcher les désirs avec les ambitions. Ouais. Ben, actuellement, on le voit un peu des fois. On est encore dans une culture peut-être née pour un petit pain dans certains secteurs, certaines régions où on... Mais je pense que ça a changé parce que, contrairement à ce que moi, personnellement, et Sana aussi, là, on croit beaucoup à la jeunesse. La moyenne d'âge de notre entreprise, des employés, des courtiers aussi, mais également des employés, elle est très jeune. La nouvelle génération, je m'excuse, là, mais je regarde les jeunes de 20 ans aujourd'hui, là, par rapport à ce que moi, je pensais à 20 ans, c'était un autre monde. Là. C'est 5, 17 ans, 8 ans d'avance, justement, par rapport à l'éducation financière. Ils ont tous lu à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22 ans, Père riche, Père pauvre. Ils sont éduqués. Aujourd'hui, avec l'Internet, tout ça, ils parlent d'argent. Ils n'ont pas peur de rêver. C'est pas vrai qu'ils sont paresseux. Les jeunes aujourd'hui qui sont vraiment allumés, qui sont enlignés envers leurs rêves, ce qu'ils veulent faire, arrêtent pas. Ils chill, mais en même temps, par rapport à nous, où qu'on fait absolument rien pour rien faire, ou n'importe quoi, eux, je remarque dans l'entourage, ou des gens que je connais, que la jeunesse, elle est très, 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 très allumée. Mais vraiment allumée, par rapport à ce que notre génération. Des fois, je pense qu'on a même la misère à la comprendre. Hein. Je sais pas, Jean-Philippe est un peu dans l'in-between entre nous deux, entre les deux générations, mais des fois, c'est difficile de suivre parce qu'on n'est pas tellement loin en arrière d'eux autres, puis c'est comme, oh my God, c'est un autre monde. Là. Mais effectivement, c'est une bonne interprétation de la jeunesse. Peut-être en plus du travail de l'élite, peut-être un petit peu plus, des gens qui sont des fonceurs, des entrepreneurs dans l'âme aussi. C'est sûr que ça l'amène cet aspect-là dans votre réseau. Là. J'ai le goût on parlait d'employés, justement. On a parti ça en 2008. 2 entrepreneurs, de quelle façon ça s'est orchestré pendant les 12-13 années. Pour là, maintenant, on est rendu à plus de 100 employés, courtiers et personnel administratif. Comment ça s'est fait, tout ça? Comment ça a commencé?
Mathieu nous a envoyé un courriel, il nous a dit, notre programmeur, on est rendu à 125 utilisateurs. Donc, on est rendu à 125. Pas que j'ai compte plus, mais c'est juste comme... Moi, on appelle ça une croissance organique. Pourquoi? Ouais. Notre vision, ça a toujours été organique, une personne à la fois. Donc, il faut que... Moi, chaque fois, c'est comme... tu sais, comme tu places une brique, es-tu bien placée? OK, là, on en met une autre. OK. Ça veut pas dire qu'on va... Tu sais, les employés, c'est pas des briques, fait que, tu sais, il y a du mouvement. Mais je te dirais que ça a été une personne à la fois. Et le dénominateur commun de tout le monde, administratif ou courtier, il faut qu'ils aient une mentalité de croissance. Il faut que tu saches, dès le départ, que tu ne vas jamais être confortable chez PMML. Point final. Tu n'auras jamais de zone de confort. Il va y avoir une routine, peut-être, mais ça va changer. Le marché change, les technologies changent. On est très technologique. Chaque fois quelque chose de nouveau, Patrice est dessus, c'est sûr et certain. Je ne sais même pas d'où ça sort, mais Patrice est dessus. Puis bien entouré. Mais c'est ça. Donc, s'ils ont une mentalité de croissance, ils ne résistent pas au changement. Une organisation comme la nôtre maintenant, au nombre de gens qu'on est maintenant, qui ne résiste pas au changement, mais au contraire, qui embrasse le changement et qui pousse vers l'avant, je vous le jure, c'est phénoménal. L'énergie, c'est électrisant, c'est fabuleux, tu sais. Mais c'est une personne à la fois. Et puis, des fois, il y a une sélection naturelle. Il y en a qui pensent qu'ils sont ambitieux, il y en a qui pensent qu'ils sont capables de sortir de leur zone de confort puis s'en rendre compte que c'est peut-être pas pour eux. Puis c'est correct. C'est correct. Ah, tout à fait. Tu peux pas le savoir si tu l'as pas essayé. Ah, puis Patrice en parlait tantôt, on va parler peut-être un peu plus tard, mais tu sais, c'est pas pour tout le monde nécessairement être entrepreneur ou être travailleur autonome. On aura la chance en deuxième partie. Mais j'ai goût de... Pour avoir vu des images que vous avez partagées là, d'un mindset, mettons que... Je sais pas, moi, je veux dire 10 par 10, pas 100 personnes, mais c'est peut-être une trentaine ou quarantaine. Ça doit te faire des conversations assez chaudes, assez poussées, des fois. On a des mindsets, des fois, qu'on est 70, 75 personnes. Ouais. Puis, c'est tout est facultatif en passant. Les gens dans l'équipe sont pas obligés d'être là. Puis, mais tout le monde participe. Parce que, encore là, comment ça a parti, pour répondre à ta question, c'est que, d'abord, avant tout, Sana et moi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé de la valeur au marché. Et ça nous est revenu au centuple. De donner, et éventuellement, ça te revient. Et ce qu'on a fait en 2008, enfin en 2004, on était à Axisotune à ce moment-là, on a créé les fameux rapports de marché PMML là, qui nous a pas mal mis ça à la map. Aujourd'hui, ils sont dans les universités, les élèves universitaires, ils utilisent et tout ça. Puis encore là, c'est une belle petite histoire avec ça. On était les trois en train de souper, moi, Sana et Amine. Puis on lui dit qu'est-ce que tu fais demain? C'est une journée pédagogique à ce moment-là, il est au secondaire. Il dit je m'en vais à l'Université Concordia demain pour un real estate course. Ah, c'est avec 2-3 de ses amis. Il dit, c'est cool, ça, c'est bon. Félicitations. On se regarde. Cool. Une journée de congé, ça en va étudier l'immobilier. Sans qu'on savait même pas, là, c'était déjà inscrit. Le lendemain, au souper, il revient, puis on dit, puis comment c'était? Il dit, maman et papa, vous n'avez aucune idée, je suis très fier de vous. Il dit, OK, merci. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont passé votre rapport de marché à tous les élèves de la classe. Puis je ne savais même pas. Ils ne savaient pas que j'étais là. Je ne savais pas c'était qui. Je ne l'ai même pas dit. Mais ils ont passé votre rapport de marché à tout le monde. Fait que de créer cette valeur-là, OK, dans le marché. Puis le premier, ça s'appelait l'actif immobilier en 2004. Puis là, encore, on est dans l'investissement immobilier, puis on n'a pas encore parlé de TGA. Hein? C'est tellement peu important. La raison de ça, c'est la force émotionnelle en arrière. Mais pour revenir à le premier actif immobilier en 2004, je prenais toutes les transactions qui étaient sur MLS. À ce moment-là, c'était pas directement sur Registre foncier. Là. Fait qu'on allait sur MLS. Et j'avais pris les coûts par logement, les musicateurs de revenus bruts. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un que j'avais envoyé, il me disait, c'est comme ça que j'ai commencé. Il disait, comment ça, t'as pas les TGA? Mais je savais pas y compter. En voulant dire, regarde, ça ne m'a pas empêché de travailler, d'exposer ce rapport de marché-là. J'ai donné les informations que je connaissais, mais je n'étais pas capable de compter un TGA. Dans le fond, c'était un MRN, mais je ne savais même pas que c'était l'inverse du MRN, peu importe. Et ça, c'est comme la personne m'a regardé et dit « Oui, mais c'est important. » Je dis « Oui. » Mais à ce moment-là, j'ai quand même présenté ce que j'avais, j'ai donné ça. Puis, le point là-dedans, c'est que souvent, les gens attendent que tout soit parfait avant de commencer, avant de créer les choses. Nous, on a carrément donné. Puis depuis ce temps-là, bien sûr, les rapports ont évolué. Là. Aujourd'hui, on parle bien sûr de TGA et tout ça dedans, mais on a des gens intelligents, on a des gens intelligents autour de nous qui savent tout calculer ça comme il faut. Mais reste que de donner cette valeur-là au marché. Et toujours aussi, PMML, c'est toujours considéré
comme une entreprise de marketing qui vendait des multilogements au départ. Et à ce moment-là, ça fait qu'on était une entreprise de marketing qui avait une licence d'agence immobilière et non pas une agence immobilière qui utilisait le marketing. Vous suivez la différence? Fait que la mentalité était très, très marketing. Et bon, on a fait notre chemin là-dessus avec le rapport. C'était un outil de marketing incroyable. En même temps, toute une base de données qui alimentait en arrière de ça aussi. En même temps, en mettant en jour, tu n'as pas le choix de mettre en jour la base de données. Et tranquillement, il y a 4 ans, on a commencé à prendre encore là la tournure des médias sociaux. Fait que là, au Sénat, c'est moi qui se remet constamment en question, qui a sorti de notre zone de confort. On s'est dit, c'est encore une entreprise de marketing? Oui, mais pense que maintenant, on va devenir une entreprise de contenu qui vend des multilogements. Qui reste quand même du marketing. Exact. Exactement. Mais aujourd'hui, en ce moment-là, en 2018, 2017, tous les médias, Facebook et tout ça, commençaient avec le contenu, la vidéo. Et là, vous vous rappelez les premières entrevues que j'ai faites en auto, là, puis j'avais quelqu'un à côté de moi. Et donc, encore là, de créer de la valeur marché gratuitement, mais qui nous revenait au centuple. Carrément. Les gens réalisent c'est pas. que le marketing a évolué, puis vous avez évolué avec à ce moment-là. Les gens n'étaient plus dans le marketing traditionnel, mais bien dans le visuel ou dans le contenu. Puis vous avez su vous adapter rendu là, je ne sais pas. Exactement. Puis tu t'adaptes parce que l'important, puis c'est encore un autre point. Encore là, Patrice, c'est que les médias sociaux qui fonctionnent le plus. C'est pas important pour moi. Moi, je suis en amour avec l'attention des gens. Et si l'attention des gens est sur Facebook, Instagram, TikTok, Clubhouse, peu importe l'endroit, je vais alimenter cette plateforme-là parce que ce que je veux, c'est l'attention des gens. Puis si un jour, tous les médias sociaux explosent puis ça ne marche plus, puis l'attention est sur une pancarte sur le bord d'autoroute, bien, je vais aller là. Fait qu'il ne faut pas tomber en amour avec le produit, la plateforme, mais il faut tomber en amour avec ce que les gens, où est l'attention de tes clients. Et quand tu fais ça, tu vas chercher l'attention. Fait qu'encore là, aujourd'hui, on se remet en question l'an passé. Aujourd'hui, en 2021, PMML est une entreprise de données qui vend des multilogements. Donc, marketing, contenu, données. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le focus, PME, en 2021, on a un budget de données de 2,7 millions. OK? C'est énorme, là, pour une entreprise, une agence immobilière. Là. C'est plus qu'énorme. C'est du jamais vu. Reste que pour nous, on croit tellement aux données, à l'intelligence artificielle, et ainsi de suite. Ce qui fait que maintenant, à l'heure qu'on se parle, on est 4 programmeurs. OK? Puis probablement, là, au mois de septembre, on va être rendu à 5 programmeurs à temps plein. À ma connaissance, encore là, aucune agence immobilière, aucun cabinet hypothécaire au Québec a un programmeur à temps plein. Nous, on va en avoir 5 à la fin de l'été. Donc, quand tu commences à croire à ça et tu te définis, fait que finalement, le byproduct, c'est les multilogements. Puis la preuve de ça, tu sais, on parle d'overnight success, les gens disent, hey, Patrice, comment? Tu sais, mettons, dans l'hypothèque, c'est incroyable. Vous êtes rendu la plus grande agence immobilière hypothécaire commerciale, bien sûr, au Québec. Mais il me semble que vous ne faisiez pas d'hypothèque il y a 4-5 ans. C'est exactement ça. Pourquoi? Parce que nous, on avait l'attention des gens. On va pousser des services à l'intérieur de ça. Et dans 3-4 ans, un coup que la machine est partie, et ainsi de suite. Là, on a commencé l'immobilier commercial là 1 an. Ouais. Aujourd'hui, on est à plus de 20% de nos listings sont maintenant des immeubles commerciaux, industriels, Ce bureaux. qu'on dit pur, là. Un peu, exactement, Ça se peut, ouais. qui apporte multilogement. Donc, c'est de se redéfinir constamment comme ça. Et quand tu as l'attention des gens, peu importe le produit. Donc, là, je pourrais continuer, je vais peut-être prendre pause, mais le point, là, c'est que développe ce que les gens veulent. Et là, en ce moment, en 2021, c'est les données qui est important. L'intelligence artificielle, les algorithmes, comment anticiper le marché. Parce qu'on ne peut pas contrôler le marché, mais on peut l'anticiper. On peut voir ce qui va se passer. Comment réagir plus vite. Donc, c'est là que... Comment le marché réagit à certains événements externes qu'on ne peut pas contrôler. Exemple, le COVID. Tu sais. Exactement. Après ça, tu regardes de savoir dans le futur s'il y a une autre pandémie où on ne le souhaite pas. Là, mais si jamais il y a quelque chose, comment ça va réagir selon les données qu'on a. On est capable de faire un historique. Là. Ma prochaine question, c'était comment votre compagnie démarque. Je pense qu'on a couvert. Hein? L'innovation, de toujours se renouveler. Je pense que ça avait lu dans tes questions, je pense. C'est ça, mais je pense que c'est un super bon conseil. Je l'ai quand même le mentionné parce que c'est... D'ailleurs, la preuve, c'est que notre bureau en septembre qu'on va ouvrir, probablement au moment que les gens nous écoutent présentement, c'est le 28 août officiellement qu'on rentre là-bas, c'est dans la Cité du Multimédia, en plein cœur du Vieux-Montréal, dans la Cité du Multimédia. Puis on va compétitionner contre les grosses firmes parce qu'on sait là, on croit beaucoup à la renaissance du centre-ville. On s'en va dans le centre-ville, on s'installe, on va compétitionner contre les multinationales, mais à la vibe PMML. Pas dans une tour à bureau de 47 étages,
mais dans un immeuble de 3 étages, historique, dans le Vieux-Montréal, que tu penses que c'est une entreprise technologique. Quand tu vas rentrer là-dedans, tu ne penseras pas que c'est une agence immobilière. Tu vas te dire, je rentre dans une start-up quasiment. Tu sais, quelque chose de De toute génial. façon, c'est comme ça que vous le définissez de toute façon. Fait que ça représente bien le. Hey, JP, avant la pause, on en profite-tu pour aller dans nos échecs en jeu comme d'habitude? Ben, exactement. J'ai le goût, Je sais pas, on en a fait quand même beaucoup déjà. Ouais, là, c'est ouais, pas... exactement. Mais en fait, on peut peut-être parler rapidement des problématiques que vous avez vécues durant le... On a parlé un petit peu, mais peut-être de cerner plus rapidement des enjeux, des problématiques que vous avez vécues peut-être dans le début de PML où on a parlé un petit peu avant au niveau Même de- aujourd'hui, il y a des des enjeux, défis Exactement. majeurs présentement aussi. Là. Il y a l'hypercroissance, c'est tu sais, j'entends beaucoup les gens dire, il y a un manque de main-d'œuvre. Moi, je trouve pas. Il faut juste que tu attires la bonne main-d'œuvre. Puis, il faut que tu sois aussi capable de la former. Il y en a qui veulent avoir du tout cuit, là. C'est des gens déjà formés, puis tout ça. Donc, il faut se donner la peine de trouver les gens qui ont cette mentalité de croissance-là que tu peux développer. Donc, c'est ça. C'est de trouver, en fait, on va très vite. Donc, c'est de trouver plusieurs personnes en peu de temps et ensuite trouver des endroits où les avoir pour travailler. Là. C'est sûr que Parce tout le monde que, est en télétravail en ce moment, mais... un exemple, c'est que chaque bureau qu'on a ouvert, au moment de l'ouverture, parce qu'au moment qu'on a pris la décision de, mettons, de s'engager puis planifier les rénovations et tout ça, qui est souvent 5, 6, 7 mois après, à l'ouverture, le bureau est déjà plein. Puis en même temps, Sonia et moi, d'où ce qu'on vient, l'entreprise n'a pas de dette. Donc, ce qu'on fait, c'est que on réinvestit dans l'entreprise constamment. On est beaucoup dans le cash flow, comme nos clients. OK? C'est ce qu'on veut. Ouais. Fait que, constamment, fait qu'on ne veut pas dire, OK, là, on va voir 5 fois plus grand. C'est pas notre style. Mais, en même temps, c'est ça. C'est que le défi, présentement, c'est que Patrice, il a 6 mois, Patrice, il a 1 an, Patrice et Sonia, il a 1 an, n'ont pas la même pensée. Fait que, quand même que tu prends des décisions, l'important, c'est la réaction face à ça. Mais là, en ce moment, on arrive à chaque fois qu'on ouvre un bureau, c'est déjà plein. Est-ce qu'on devrait ouvrir 3 fois plus grand tout de suite? C'est contre notre ADN de faire ça. C'est pas... on est comme un peu plus... c'est déjà là qu'on a ouvert 5 bureaux. Pas rien à voir avec le risque, parce qu'on a ouvert 5 bureaux pendant le COVID. Là. On a continué une progression qu'on trouvait que c'était naturelle, mais c'est incroyable parce que les gens... En pleine période de télétravail, en plus. Ben, exactement. C'est ça. En Fait plus. que quand le monde il disait, oui, mais là, mais c'est toujours... les circonstances du moment ne devraient jamais déterminer ta destination. Il faut pas se laisser... Le brouillard va passer. Puis, À ce moment-là, le but d'avoir un bureau, c'est parce que les gens travaillent en équipe ensemble, c'est parce qu'ils veulent... C'est on facile croit de en partager. l'humain. On croit en l'humain. Toutes les études, tu sais, maintenant, c'est comme ça que ça va se passer. Ça va être le télétravail, c'est révolutionnaire. Les gens auront plus besoin d'aller en trafic. T'es-tu en train de me dire qu'il n'y aura plus de mariage, plus de baptême, plus de rencontres, qu'il n'y aura plus de 5 à 7? Le monde va vouloir être... Plus de party. Les adolescents, maintenant, ils vont tous se rencontrer sur Tinder puis ils vont s'envoyer des becs. Puis c'est comme ça une relation maintenant? C'est quoi que tu me dis en ce moment? Puis, l'humain revient. Exactement. Puis ça fait peut-être populaire ce qu'on va dire là, mais Sonia et moi, on ne croit pas au télétravail pour développer un empire. Non. Un empire, c'est bâti avec des humains, pas avec des séances virtuelles. Ça se bâtit dans des séances de réseautage, ça se bâtit dans les événements, ça se bâtit dans les 5 à 7, ça se bâtit dans les voyages spécialisés en immobilier, entre autres, qu'on a fait à une quinzaine de reprises avec, entre autres, le Club Immobilier qui vient en tête, mais on a fait aussi avec Go et tout ça. Et ça se bâtit. Puis quand que tu rentres dans une atmosphère de vente, de réjection à la journée longue, parce que, tu sais, on regarde ce que le courtier, l'immobilier, souvent c'est la commission qui vient en premier, puis qu'on regarde ce qu'il fait, mais tu oublies les 5 autres offres qui n'ont pas fonctionné, plus les 300, 400, 500 appels dans le dernier mois qui s'est fait carrément raccrocher à au nez. Je plains... Il n'y a personne qui est à plaindre, là. Je pense que les courtiers immobiliers gagnent très bien leur vie, puis c'est un très, très beau métier. Mais le point là-dedans, c'est que quand tu fais face à autant de réjections sur une base quotidienne, tu as besoin d'être ensemble. Deuxièmement, chez PMML, que tu sois dans l'équipe admin ou que tu sois courtier, tu as le même statut, dans le sens où tu as la même importance. Donc, pour nous, de mélanger cette équipe administrative-là avec les courtiers qui travaillent ensemble, qui aillent manger ensemble, qui aillent dans les 5 à 7 ensemble, qui n'aient pas de ligne entre les deux, parce que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on fait. Pour nous, c'est en personne que ça se passe. On l'a vécu. Il y a des gens dans notre équipe, on pourrait dire 20-25 % qui sont capables de fonctionner en télétravail. Mais l'autre 75 %
là, maintenant, on va tomber en jaune. Là, je ne sais pas ce qui va se passer au moment ça va sortir officiellement. On va être en vert, on va être en vert. On va pouvoir voyager. On va peut-être avoir voyagé faire 2 ça au fois. Maroc, hein, c'est ça? Fait que live, en ce moment, on réécoute ça quand on est en voyage. Puis, Exact. mais le point est que, en ce moment, là, les gens veulent revenir en courant. Parce que l'atmosphère était bonne avant de partir. Puis il y a une énergie. Tu files pas un matin, tu rentres dans un bureau, tout le monde, tu sais, qui est énergisé, un beau sourire, 2-3 sourires va changer ta journée. Mais quand tu es chez vous, puis encore là, c'est pas tout le monde qui a un espace de travail adéquat. Exactement. Et je sais, je pense que la société va évoluer là-dessus. On l'a vu au niveau de l'immobilier, justement, qui est un peu le créneau ici. Mais personnellement, je crois qu'une énergie humaine, parce qu'encore là, quand on engage des gens, Sandra et moi, c'est pas le quotient intellectuel qu'on regarde, c'est le quotient émotionnel. Ouais. Et C'est fort ce que vous avez dit, parce que c'est une information. Jean-Philippe et moi, évidemment, le monde le sait, on partage beaucoup ensemble là, des soirées, mais on a discuté, puis le télétravail, des choses qu'on a parlé, puis l'affirmation est très forte. Je ne crois pas au télétravail. Non. On croit à l'humain, puis c'est très puissant. Je pense que il y a un chiffre qui s'est fait. Au début, ça a été sensationnel. Là. Tout le monde, on travaille en télétravail, on est chez nous. Je pense que l'effritement de ça arrive. Là. Tu sais, il va y avoir l'effet hybride et tout ça. Puis je dis pas que un ou l'autre est bon, mais par rapport, encore là, il faut toujours se mettre en contexte. Par rapport à l'hypercroissance de PMML, par rapport à la dynamique de travail qu'on a, par rapport à tout le mindset qu'on développe ensemble, 100% sûr que le présentiel a sa place. Ah, c'est sûr. Et personnellement, là, j'y crois fermement que c'est hyper important. Pour la création de chimie et de relations, moi, je pense que ça va rester à tout jamais parce que tu crées beaucoup plus de relations rapidement quand tu rencontres, quand tu vas à un 5 à 7, quand tu vas t'échanger avec d'autres personnes. Je pense que ça va rester pour peut-être plus le clérical. Tu sais, exemple, mettons un rendez-vous avec le comptable, tu as déjà une relation, on fait juste une petite révision. Il y a une question d'économie de temps là-dedans aussi. Tu sais. Ben, il va y avoir des choses qui vont se faire en Zoom et tout. Exactement, parce que justement, je suis d'accord avec toi. Une chose qui va continuer chez PMML, entre autres, c'est que une chose qui va continuer chez PMML, c'est que on faisait avant nos masterminds parce que tous les matins, selon le thème, une journée c'est le financement, une journée c'est le multilogement, l'autre journée c'est le commercial pur. Et on a des mindsets comme ça tous les matins. Et avant, on le faisait en personne. Donc, la gang de Montréal est ensemble, la gang de Québec est ensemble, puis la gang de la Rive-Sud est ensemble. Et là, ce qui est magnifique depuis un an, c'est que le courtier de Québec, le courtier de Laval, le courtier de la Rive-Sud, là maintenant, les nouveaux bureaux à Gatineau, Sherbrooke. Fait que ça va rester, définitivement. Ouais. Mais c'est pas du télétravail, c'est une réunion de distance, c'est pas la même chose. Exactement. Là. Mais en même temps, c'est ça. Fait que là, tu as le côté efficacité. Mais encore là, je reviens sur le télétravail. Le télétravail, ma perception avant que ça commence, je dis, non, les gens ça ne sera pas efficace, ne seront pas productifs. Les gens sont productifs. Cependant, les gens sont dans un sprint et non pas dans un marathon. Quand tu es en télétravail, tu sprintes et tu t'essouffles rapidement. Mm-hmm. Alors que quand tu es en présentiel, je crois que tu peux courir un marathon, un bon rythme constant. C'est ça. Puis, tu sais, c'est comme. Ce qui me fait rire, c'est qu'on dirait qu'il y a comme une dichotomie. Tu sais, les gens. Je sais pas si c'est au niveau des médias ou je sais pas quoi, parce que le branding du télétravail, c'est la nouvelle façon, c'est la nouvelle façon. Puis, je veux pas faire. Je sais pas pourquoi on met beaucoup d'emphase là-dessus, mais c'est parce qu'on est en plein dedans. Puis maintenant, on va réintégrer les bureaux bientôt. Mais la preuve avec les restaurants, techniquement, on peut tout manger chez nous. On va chez IGA ou peu importe la chose, puis on peut se faire manger chez nous. On peut se faire manger chez nous. Les terrasses ouvrent, il n'y a plus de place. On a fait la rue Saint-Laurier vendredi soir, puis il n'y avait pas de place nulle part, j'avais pas réservé. Tu sais, puis, fait que, mais on peut manger chez nous. Pourquoi tu ne manges pas chez toi? Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Social. Alors, pourquoi est-ce qu'on prend le télé... Parce que c'est du travail. C'est quoi le problème avec le travail? Tu sais, pourquoi est-ce qu'on met ça comme un problème d'aller au travail? Le trafic, tu peux trouver un travail à côté de chez toi. Tu sais, ou tu peux... Tu sais, je veux dire... C'est ça. J'aime la chimie, la dynamique entre Patrice et Sana, parce que je trouve que la force de PMML, je pense que c'est vous deux qui sont capables de s'asseoir, de réfléchir, de se réinventer, puis d'en parler, puis d'être capable de l'assumer. Moi, je trouve ça fantastique. Là, on est connecté avec les gens. Belle découverte aujourd'hui. Je connaissais un petit peu déjà, mais je veux dire, c'est une belle découverte pour... Mais ça met la table sur les forces, puis je voyais culture, puis je pense que c'est justement ça. La culture, c'est transmis par les gens qui sont comme... Moi, je vois ça comme des quarterbacks. C'est des gens qui disent... Voici, la culture, c'est que tout le monde embarque dans un bateau puis dit c'est comme ça, puis c'est transmis
c'est transmis dans les airs. Là. Tu sais, c'est pas, il n'y a pas de règles. Une culture, c'est les gens adoptent ça. Puis ça se fait naturellement. Exactement. Oui, tu as raison que Patrice Sana, on est un peu on est les leaders de ça, mais c'est tellement rendu plus grand que nous deux. Puis la force, justement, de l'équipe, je me rappelle quand on a commencé ces fameux Zooms-là l'an passé, à tous les matins, ben ce qu'on a fait, c'est que j'ai animé pendant 2-3 matins, Sana aussi. Puis à un moment donné, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé que chacun des courtiers va animer le prochain. Mettons, la semaine prochaine, c'est telle personne qui va animer tel courtier qui va animer. On va parler de telle situation dans une transaction immobilière. Et là, chacun a pris le leadership. Chacun. Dans l'équipe administrative, à tous les matins, ce qu'on a fait, encore là, optionnel, mais tout le monde est là, c'est qu'habituellement, les gens commencent à 8h30 en présentiel. Ce qu'on a dit aux gens, au lieu de passer votre temps dans le trafic, présentez-vous sur Zoom à 8h10, puis jusqu'à 8h25, 8h30, on va parler de mindset. Fait que les gens, au lieu d'être dans le trafic pour venir travailler au bureau, se sont installés tout le monde à 8h10 devant l'écran, et à tous les matins, on avait un thème. Fait qu'un employé de l'équipe administrative choisissait un thème. Ça peut être absolument n'importe quoi, mais des choses inspirantes. Et là, tout le monde embarque. Et là, ça fait combien de temps qu'on fait ça? Ça fait 6 mois à tous les matins. Et attends, vu qu'on est en hypercroissance, à chaque fois qu'il y a une nouvelle personne dans l'équipe, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Embarque. Ouais. Elle connaît tout le monde, pas juste dans son département, elle connaît tout le monde, le nom, puis pas juste ça, tu connais les rêves des gens, s'ils ont des enfants ou pas. Fait que ça colle. Mm-hmm. Fait qu'une culture d'entreprise, dans le fond, c'est quand tout le monde contribue. Puis, ce que je dis souvent en entrevue, parce que je suis encore en entrevue, parce que je suis encore en recrutement, je recrute tout le temps. Puis là, je dis toujours en entrevue, on est des émetteurs, on est des récepteurs. Ce que tu veux recevoir, il faut d'abord que tu les mettes. Fait que si t'es pas sûr d'émettre la bonne affaire, c'est pas la place pour toi, tu sais. C'est pas ça de même. Ah, tout à fait. Non, mais... Dernière question avant la pause. Dernière question avant la pause. Ça serait quoi les conseils que vous donneriez à des entrepreneurs qui veulent partir soit comme courtier, comme en immobilier, dans n'importe quel business? Ça serait quoi les top 3 conseils que vous donneriez à des entrepreneurs? Nos courtiers sont des entrepreneurs, si on peut dire. On a vas-y, c'est mentalité d'entrepreneur. Entrepreneur, oui, c'est ça. Ben, en fait, je pense que la première chose, là, c'est de se définir, est-ce que vraiment c'est ça qu'on veut être entrepreneur? Je vous jure là, que c'est pas fait pour tout le monde. On rentre en détail après la pause, mais c'est quelque chose que les gens sous-estiment être entrepreneur, que les gens idéalisent, que les gens voient des posts sur Facebook, Instagram et des belles quotes. Mais quand tu les vis sur une base quotidienne, puis souvent les gens vont me demander, Patrick, tantôt tu as parlé des défis. Là. Je crois pas, sincèrement, là, on s'était préparé parce que quelqu'un avait déjà posé, avant dans l'entrevue, il dit, c'est quoi le plus grand échec? On a regardé ça en un mois, tu sais. On a-tu eu vraiment un gros échec? Puis là, on s'est trouvé de quoi dire, tu sais. À un moment donné, on s'est... Et non, savez-vous quoi? Je dois avoir à peu près 15-20 échecs quotidiens. Mm-hmm. Je vous le dis, là, je suis bombardé à gauche et à droite des choses qui se passent. Tout le monde a vécu une transaction immobilière ici. Ouais. Vous savez qu'il n'y a rien de parfait. Il y a toujours de quoi qui se passe. Imaginez-vous avoir 1000 immeubles sous contrat, le nombre de balles courbes qui rentrent chez vous par jour. Mais c'est toutes des erreurs que j'ai faites. C'est toutes des choses qu'on aurait pu voir ça. Souvent, c'est pas une question d'erreur professionnelle, mais c'est d'avoir anticipé le caractère de tel acheteur ou tel vendeur, d'avoir mal lu un peu les intentions au départ et que des choses, des échecs, on les a sur une base quotidienne. Fait qu'au niveau micro, je pourrais vous dire que j'en vois plein. Mais quand je regarde au niveau macro, OK, je regarde en arrière, puis mon Dieu qu'on a bâti quelque chose de grand. Fait que c'est là que d'être capable d'avancer dans l'échec constant, au lieu d'arrêter, d'être capable de naviguer avec ça, je pense que c'est ça qui définit l'entrepreneur. Fait qu'au lieu d'être des échecs, c'est plus des défis à ce moment-là qui ont été surmontés à chaque fois, à chaque étape. Là. Puis c'est ça qui va définir un entrepreneur. C'est ça que ça prend. De vivre avec l'inconfort. L'incertitude. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est musique à nos oreilles. Je suis exactement dans ça cette semaine où on vit des enjeux plus sérieux. Puis des fois, on se remet en question, mais dans une semaine, ça va être passé. Puis ça va être. Mais c'est des fois de travailler à travers ça tout le temps. Puis la construction, ça soit dans l'immobilier, ça soit dans la location actuellement. Les médias qui des fois enveniment les situations aussi avec propriétaires locataires. Mais c'est déjà
C'est déjà la pause après tout ça. On a déjà fait une bonne partie. Fait qu'on on va aller à la pause. Pour les gens qui nous écoutent, tout d'abord, merci Sana puis Patrice pour le partage. C'est vraiment excellent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, n'oubliez pas, tous nos épisodes sont disponibles sur le site web du 13e étage et sur les plateformes d'écoute populaires Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Balado Québec et YouTube. On revient après la pause. De retour de la pause. Salut JP. J'ai tout le temps ça, j'aime ça dire ça, on dirait que ça me fait rire à chaque fois. Bon, on est encore avec Sana et Patrice, puis on avait des sujets qu'on voulait discuter en deuxième partie, plus sur le contenu, puis Patrice nous a allumé, titillé toute la première partie avec comme quoi l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement pour tout le monde, puis j'ai goût de t'entendre là-dessus, Patrice, parce que moi aussi, je pense que c'est pas pour tout le monde. Ben, en fait, comme on disais avant la pause, là, pour résumer, c'est que c'est très sexy d'être entrepreneur. Tout le monde aime ça mettre sur leur profil founder, CEO, président ou fondateur. Et je crois que c'est pas fait pour tout le monde. Parce que, honnêtement, c'est pas facile. Il faut absolument être prêt à sacrifier beaucoup de choses dans ta vie. Puis encore là, le sacrifice, tu le vois avant. Si tu vois ça comme un sacrifice, c'est que tu n'es pas nécessairement un entrepreneur. C'est à partir du moment que tu es entrepreneur et tu l'entres dans toi, c'est devient une obligation. Mm-hmm. Puis si tu as le talent pour construire des grandes choses, c'est très égoïste de ne pas le faire. C'est très égoïste pour... Si tu fais trop d'argent, moi, j'ai pas besoin de plus. Mais encore là, fais-en. Si tu n'as pas besoin, prends moitié puis donne-la. Il y a des gens qui en ont besoin présentement. Mais si tu as le talent pour en faire plus. Donc, je reviens à l'entrepreneuriat. Je crois que c'est vraiment, les gens idéalisent ça un petit peu. Puis au day-to-day, c'est pas facile. C'est quelque chose où est-ce que, tu sais, quand tu entreprends, quand tu gères une entreprise, premièrement, tu n'as pas personne que tu peux blâmer, là. Tu peux pas dire mon boss, tu peux pas dire le logo est pas correct, tu sais, tu peux pas. Il n'y a pas personne en arrière, c'est pas. C'est ça. Fait que tu peux exactement. C'est toi, t'es de la last line of defense. Puis il faut absolument, puis je pense que, encore là, comme je expliquais tantôt, quand tu as 1000 immeubles sous contrat, là, sur 1000, là, je peux vous assurer qu'il y en a au moins 25 à 30, 40 constamment entre les mains des avocats. Donc, comment tu gères ça? Comment tu roules ça? Qu'est-ce qui vient à toi? Et je pense que, oui, c'est gratifiant parce qu'à un moment donné, justement, tu aimes le processus, mais tu as constamment des balles courbes qui arrivent vers toi. C'est pas facile. Puis je crois que les gens réalisent pas ça. Ils partent en affaires, mais de dealer avec après, là, c'est un autre. Fait que la personne qui est non-entrepreneur, ce qu'elle voit, c'est l'actif que tu as créé, puis elle voit le bateau, puis elle voit peu importe ce que sera l'actif. Par contre, il ne voit pas le travail. Fait qu'il se dit, c'est ça, les entrepreneurs font de l'argent, mais c'est pas nécessairement ça là, qu'il faut divulguer. Ou de se définir comme entrepreneur, c'est pas la finalité. Là. Exactement. Est-ce que tu es prête à faire les actions pour arriver là? Est-ce que tu es prête à faire tout ce que tu dois entreprendre dans une journée pour, quand tu commences ta journée, tu peux pas planifier. Là. Tu éteins des feux à la journée longue. Les gens trouvent ça sexy, mais je vous assure là, que quelqu'un... on s'en va tout de suite après, on monte à Québec en auto. Et pendant 2h30 de temps, je vais éteindre des feux un après l'autre. Et constamment... Donc c'est Sana qui conduit, là, c'est ça? Non. Non, Sana, elle planifie d'autres choses. Mais en même temps, c'est la réalité. Et je défierais quelqu'un qui passe une journée avec moi, va se lever à la fin de la journée, il va être essoufflé. Mais quand c'est rendu une seconde nature, et c'est là que je crois que c'est pas fait pour tout le monde. Maintenant, est-ce que tout le monde peut le faire? Oui. Mais est-ce que les gens vont persévérer? Est-ce que les gens vont bâtir? Est-ce que les gens vont arrêter à un certain niveau? Et ce qu'on a fait chez PMML, c'est qu'on a développé un écosystème. C'est ce qu'on Sana et moi, on aime ça appeler. On a un écosystème où est-ce qu'on va avoir des courtiers qui sont entrepreneurs, des courtiers qui sont travailleurs autonomes. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité de travailler à ton compte, puis juste être courtier pour avoir une superbe carrière comme courtier. Mais tu peux aussi, chez PMML, commencer aussi puis développer une équipe dans l'écosystème qu'on a. Fait que moindrement, tu es une fibre entrepreneuriale, tu vas être capable de développer quelque chose à l'intérieur de l'écosystème qu'on a fait. Mais, encore là, quand tu es rendu à 4 associés dans ton équipe et tout le volume, tu es rendu à 60 contrats, 30 promesses d'achat acceptées en même temps, c'est peut-être pas 1000, là, mais je peux vous assurer que sur les 60, il y a de quoi qui se passe.
Constamment. Il y a un feu. Et là, est-ce que tu es prête en tant que courtier? Fait que c'est là qu'on a vu dans le temps, nous, qu'il y a des courtiers qui ont une superbe carrière avec nous, qui pas nécessairement développé des équipes, mais qui sont heureux dans ce qu'ils sont présentement. Puis c'est aussi bien. Mais c'est pas vrai qu'ils vont se qualifier de méga entrepreneurs, par exemple. Ils vont s'assumer et dire, moi, je suis un artiste. Je suis quelqu'un qui va pousser mon art à un autre niveau. Je vais devenir le meilleur des courtiers. Et c'est là que je pense que les gens, c'est important de se connaître. Il y a un mot qui était dit, essoufflement, ou être essoufflé à la fin d'une journée. Patrice et Sana, un moment donné, est-ce qu'il y a un essoufflement un peu? Est-ce qu'on sent que la pression, elle devient beaucoup? On vieillit, on évolue dans nos business. Y a-t-il un moment où vous avez dit, ben, y a-t-il quelqu'un en arrière de nous qui va prendre un peu plus? Ou c'est-tu un plan? C'est-tu... Moi, je pense qu'on s'est bien entouré, tu sais, parce qu'il y a aussi une autre conception de l'entrepreneuriat, c'est que tu fais ça parce que tu veux contrôler ton temps. Tu contrôles tes priorités. Ouais. On va travailler quand tu veux. Hein, c'est ça. Ouais. Tu contrôles tes priorités parce qu'il faut que tu fasses ce qu'il y a à faire. Tu fais pas ce que tu as envie de faire, tu fais ce qu'il y a à faire. Quand tu fais ce qu'il y a à faire, c'est pas quand est-ce que tu commences. Tu sais, quand est-ce que tu commences, c'est pas quand est-ce que ça va finir parce qu'il faut que ça soit fini. Il y a aussi la composante de risque. C'est le fun. Tu dis, OK, techniquement, je suis capable de faire ça, fait que je suis capable d'être entrepreneur. L'émotion du risque, c'est là où est-ce que tout peut foirer, tout peut décoller. Tu sais, c'est pour que tu amènes ça à un succès, si on veut, parce qu'il n'y a personne qui veut devenir entrepreneur pour pas réussir. Donc, c'est l'effort pour réussir en entrepreneuriat, c'est une autre chose. Et puis de dire aussi, il y a une fameuse phrase, fais ce que tu aimes dans la vie, l'argent va suivre. Conséquence. Pas sûr de ça. Je suis pas sûr de ça parce qu'à quelque part, il faut que tu fasses ce que tu aimes, mais en même temps, il va falloir que tu fasses beaucoup de choses que tu n'aimes pas aussi pour réussir à un certain niveau. Et c'est là. C'est là la ligne. Et quand tu vas être prêt à faire un paquet de choses que tu n'aimes pas, maintenant, il y a une balance là-dedans. Il faut quand même qu'en bout de ligne, que tu t'accomplisses. Plus du bord c'est ça, que tu t'accomplisses à l'intérieur de ça. Mais il y a encore là, tu sais, les fameux livres, tu vas lire un livre, bon, ben, 4-Hour Week, mettons, Ferriss, mettons, qui est écrit. Ben, les gens, philosophie, là, c'est pas un fait. OK? Pour l'avoir déjà vu en entrevue, se faire interviewer, puis la personne a posé, il dit non, il n'y a personne qui travaille autant que moi. Mais je travaille plusieurs projets, depuis le concept, et ainsi de suite, mais il n'y a personne qui travaille autant que moi. Ça vend des bons livres, par exemple. Ouais, C'est ça, exactement. Mais l'essoufflement, je te dirais que je pense que c'est aussi une question d'être capable de prendre du temps pour soi dans une journée. Donc, t'entraîner, faire de la méditation. Moi, je médite. Des fois, je médite moins, des fois, je médite plus. Des fois, je me rends compte que j'aurais dû méditer, mais je ne suis pas assez constante. Mais l'exercice physique, nous, ça nous aide vraiment beaucoup parce que ça enlève beaucoup de tension, si on veut, ou peut-être ça libère beaucoup. Ça libère aussi beaucoup. Des marches. Avant, on voyageait beaucoup. Ça aussi, c'est notre bonbon. Donc, dans le fond, tu sais. Ouais. Maintenant, à tous les jours, vous allez chercher un petit peu pour vous, Oui, personnellement. tous les matins. Oui. Là, on a recommandé le gym, on réouvert cette semaine. Puis Sana et moi, tous les jours, on est là à 6 h du matin. Puis on recommence la journée comme ça. L'énergie qu'on va chercher le matin, là, quand tu commences ta journée, là, puis première chose que tu fais, peut-être pas en été, mais tu boles le soleil, c'est-à-dire que tu as déjà gagné ta première course, tu te lèves plus tôt que le soleil. Ensuite, que tu commences ta journée au gym, à t'entraîner. Puis c'est pas obligé d'être 2 heures. Là. Moi, c'est 30 minutes intenses à tous les matins. Mais encore là, intense. C'est des gens qui sont beaucoup plus intenses que moi dans un gym, mais c'est 30 minutes. Mettons que c'est une belle activation. Là, ça commence ta journée comme ça. Ensuite, les douches froides, les bains vapeur, des choses que je m'entraîne, il y a ça. Et quand tu arrives au bureau, et là, tu fais tout ça déjà, là, puis il est 7h30, 8h, tabarouette, t'es comme, let's go, bring it on. On est prêt pour le premier mastermind de la journée. On est prêt pour le mastermind, puis on est prêt pour n'importe quel balcon qui va arriver. C'est comment qu'on réagit. Et avec le temps, ce qu'on a appris, c'est impossible de prévoir tout ce qui va passer. Puis il y a des gens qui essaient tellement de contrôler qu'ils ne grandissent pas. Nous, on a, avec le temps, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé sur nous-mêmes, d'apprendre à lâcher prise pour pouvoir réagir d'une meilleure façon. Parce que c'est comment, dans le fond, là, quand tu regardes les gens qui ont des méga succès, le contrôle pour eux, c'est de contrôler les réactions face aux situations versus de contrôler ce qui va s'en venir dans le futur. Tout à fait. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Enchaînez, M. Jalbert. Tout à fait. Puis, non, mais je trouve que c'est très vrai. Tu sais, puis des fois, on veut... moi, je suis le même aussi. On essaie de souvent contrôler. J'ai commencé à beaucoup déléguer. J'ai mes soeurs qui sont avec moi. Puis souvent, on est rendu 3-4 qui font plein de choses. Puis j'y manque encore de temps. J'ai tellement d'affaires. C'est que tu te rends compte que
plus tu délègues, plus il y a tellement de travail, tu te rends compte que tu fais tellement de choses dans une journée, c'est incroyable. Ah, puis ça, c'est une autre affaire. Je vais devenir entrepreneur. Puis j'ai quelqu'un une fois qui vient me voir, un courtier à mon équipe, il avait parlé avec un autre courtier d'une autre bannière. Ah, il dit, moi, je vais faire comme Patrice. Il dit, je vais me développer une équipe, puis je vais m'asseoir dessus. Il a vraiment dit ça de même. Le courtier l'a regardé, il dit, je te défie de devoir t'asseoir avec Patrice une minute pour le fun. Parce que c'est un running gag dans l'équipe. Je dis à tout le monde, en l'entrevue, whatever, je te défie de travailler plus que moi. Je te défie de m'accoter au niveau de l'énergie, ainsi de suite. Puis je le Sauf dis que à les gens, ils courtiers. définissent pas souvent c'est quoi travailler, parce que justement, comme tu disais, travailler, éteindre des feux, c'est contrôler les réactions de l'entreprise. Mais il y a la personne qui a le boulot aussi, qui va faire le financement ou qui va faire la vente, c'est normal. Mais c'est pas ce travail-là qui est fait quotidiennement. Non, mais les c'est gens ça. ne le voient pas, ça, en Non, arrière. ça ne s'assoit pas. C'est que tu as encore plus de responsabilités, encore plus de situations, la pression plus forte. Mais en tant qu'individu, c'est pas vraiment plus important. Les problèmes sont plus importants parce que tu as grandi là-dedans. Comme on disait tantôt, qui tu es devenu? C'est sûr qu'en ce moment, la personne que je suis est le résultat de ce qu'on a. Okay? Maintenant, on sait qu'on veut grandir ça encore beaucoup. On s'en va en Ontario cette année. On va éventuellement dépasser les frontières. Et qui... Les frontières. Oh oui. Ouais. C'est qui doit... Déjà là, en ce moment, il y a des gens qui prennent des cours en ce moment qui sont soit aux États-Unis, dans l'État de New York, ainsi de suite, dans les jeunes de notre équipe. On a un scoop qui va sortir en septembre. Hein, c'est bon, ça. Mais c'est ça. Puis qui que Patrice et Sana doivent devenir, qui que chacun des courtiers doivent devenir en tant que personne, qui que chacune des personnes de l'équipe administrative doit devenir en tant que personne pour être l'entreprise qui va dépasser les frontières. Et en ce moment, je ne suis pas cette personne-là parce que je l'aurais déjà faite, je serais cette personne-là. Donc, c'est là, quand on se remet en question, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Il faut vraiment se définir constamment. C'est vraiment inspirant. Puis quand on parle d'aller plus loin, vous êtes un des pionniers dans l'importance de data, entre autres avec l'Endev qui vient d'être lancé. J'ai le goût de vous entendre parler un peu sur c'est quoi le virage qui a été fait parce qu'on parlait de marketing, contenu, data. Ouais. J'ai le goût que vous me parliez un peu de quelle façon vous avez un peu tourné le bateau pour aller vers cette direction-là de l'importance du data. Puis en parallèle aussi peut-être de parler de l'Endev, la nouvelle plateforme que vous avez lancée dernièrement, là, dernièrement du tournage, là, mais pour les gens, ça a été lancé au mois de juin, début juin. Ouais. C'est ça. Oui, d'accord. Les données, pour nous, c'est comme la matière première de tout ce qu'on fait parce que, dans le fond, pour analyser n'importe quel deal, analyser n'importe quel portfolio, on a besoin d'avoir des données. Donc, c'est ce qu'on avait fait depuis le début. On avait eu ce réflexe-là. Mais je dirais que plus que ça avançait, plus qu'on a réalisé l'importance des données et surtout, comment est-ce que je pourrais dire? Colliger les données. Parce que c'est facile d'avoir des données. Tout le monde, c'est très accessible. Tu achètes des données, tu as des données. Mais des données, c'est comme avoir des fruits, des légumes pas cuits. Ça fait pas la recette. Ça fait pas la recette. C'est-à-dire qu'il faut travailler ces données-là. Il faut les nettoyer. Il faut avoir déjà une intelligence humaine, non artificielle, humaine, qui comprend les données, qui va les analyser, qui va les classer de la bonne façon. Et de mois en mois, les données vont changer. C'est un organisme vivant, ça. Exactement. Pas Dans le fond, statique. les données, c'est comme l'information qui est source de pouvoir. C'est Ça vous permet à vous de contrôler, pas de contrôler, mais de travailler votre marché différemment ou Carrément précisément. contrôler ce qui s'en vient. Tu sais, à quelque part, comme cela l'explique bien, c'est que l'achat, tout le monde peut acheter des données demain matin. L'important, c'est de les faire travailler, ces données-là. Et PMML achète depuis des années, récolte sur le marché également des données incroyables. Je vous le dis, là, c'est impressionnant. Maintenant, les données, tu vas faire que, aujourd'hui, on pourrait dire, qui contrôle l'information, OK, qui a accès à l'information va contrôler un peu les investissements, le marché. En fait, le mot contrôle du marché est un peu... Comme je suis content que tu aies mis de la nuance, là, parce que contrôler, c'est peut-être un peu difficile, mais celui qui va anticiper le marché. Donc, à partir du moment que tu as les données et tu contrôles la diffusion de ces données-là, le message, OK, parce que c'est encore là, une entreprise de contenu. Là, Oui, OK? exact. Donc, c'est quoi la première chose qu'un général de guerre qui fait un coup d'État, la première chose qui va aller, c'est où? Mais dans les médias, dans le contrôle de l'information. Va aller dans la Exactement. propagande. Dans les médias. Exactement. Il va prendre exactement. le contrôle de la station de radio du pays. Exactement. OK? Pourquoi?
parce qu'il va passer le message qu'il veut. OK? Donc, à partir du moment que tu as les données, que tu contrôles l'attention des gens et bien sûr que tu es capable de bien diffuser avec le marketing ce message-là, c'est là que la magie opère. Puis là, si on retourne juste dans les données, encore là, c'est important. Tout le monde est capable d'acheter des données sur JLR et compagnie. Tout le monde a accès. Le plus difficile, c'est de les mettre à jour. Et nous, on a une équipe de 12 personnes à temps plein juste pour les mettre à jour, ces données-là. Bien sûr, il y a du travail en arrière. Le mot intelligence artificielle est un mot sexy que j'utilise souvent. Ça attire l'attention des gens. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est des algorithmes qu'on a développés depuis longtemps qui fait parler l'intelligence physique qui l'a mis dedans, quoi. Exactement. Mais à quelque part, c'est de prendre toutes ces données-là, de développer plusieurs algorithmes et de commencer à les faire discuter ensemble à l'intérieur sans que toi, tu les interprètes. Et que de leur sort, OK? C'est pas évident à expliquer, mais en gros, c'est ça. Exemple, OK? On parlait de lendev.ai, un nouveau site qu'on a sorti. Puis lendev, ben, c'est un des premiers produits qu'on va sortir par rapport à l'intelligence artificielle. Où est-ce que, puis encore là, c'est un produit qui est aux mains des courtiers. Parce que en tant qu'entrepreneur, on est une agence immobilière. Puis je me rappelle, à la sortie de lendev, on était à peu près 372 personnes online dans un Zoom. Et une personne a dit, oui, mais il a posé 2 fois la question, est-ce qu'on pourra l'utiliser? Est-ce que vous allez revendre ce produit-là, ces services-là? Je dis non, c'est pour les courtiers. Et encore là, pourquoi PMML est en avant? Parce qu'on s'est dit, si on ne le fait pas, il y a quelqu'un qui va le faire. Et nous, notre mission et notre engagement, Sana et moi, envers nos courtiers, c'est de développer ces outils-là afin qu'ils se démarquent. Parce que c'est sûr et certain que celui qui contrôle les données, si c'est une plateforme, comme on voit aux États-Unis, que c'est beaucoup plus ouvert, ou que les investisseurs ou peu importe les propriétaires ont accès à beaucoup plus d'informations facilement. Donc, nous, on s'est dit, avant que quelqu'un le fasse, on est aussi bien de le faire. Pour les néophytes comme moi, maintenant, ou les gens qui écoutent, qui sont pas peut-être à l'aise avec ça, donc Lendev, c'est quoi? C'est un site où est-ce que vous colligez les données sur les terrains? En fait, c'est un site, lendev.ai, c'est un site web où est-ce qu'on affiche nos terrains en vente. PMML, à un moment qu'on se parle, on est l'agence immobilière au Québec qui a le plus de terrains en vente. Okay? On a à peu près une 40-50 en ce moment. Ils sont sur Lendev. Mais c'est le travail en arrière de ça. Lendev, c'est juste la pointe de l'iceberg présentement. Et ce qu'on a développé, nous, ça c'est le côté, encore là, marketing, que les gens voient, lendev.ai, en passant pour Artificial Intelligence. Et dans tous nos services, on a dit cette année, on a fait le multilogement, on a fait le financement, ensuite on a commencé à faire le commercial, l'industriel, le bureau. Et cette année, on développe le terrain. On a sorti un nouveau produit qui est le terrain. Et dans le terrain, on s'est dit là, tant qu'à sortir le terrain, on va tout de suite en régler avec l'intelligence artificielle. C'est qu'en arrière de toutes les données, les terrains qu'on a à vendre, c'est l'intelligence de marché. Je vais vous donner un exemple. Là, présentement, on est capable de voir, OK? Pourquoi? Exemple, capable de voir sont où les prochains secteurs qui vont être en demande. En récoltant les données de démographie, de transactions immobilières, industrielles, bureaux, en les récoltant, PML récolte tous les hypothèques au Québec, de commerciales au Québec. Tout. Qui sont publiés. Ben, toutes les hypothèques sont publiées. Donc, automatiquement, on ramasse tout ce qui est au Québec. Et ce qui arrive à un moment donné, c'est quand tu commences à rassembler tout ça, tu vas dire, OK, là, présentement, à Mirabel, il y a un boom extraordinaire de construction. Donc, à ce moment-là, OK, maintenant, on sait que les terrains vont prendre une certaine valeur. Par la suite, on regarde, OK, si on regarde le parc industriel puis le parc de bureaux, ben, en ce moment, le parc industriel dans le secteur de Mirabel est sous-développé. Pourquoi? Parce que, et là, tu mets de l'intelligence de marché. Tu dis, OK, présentement, c'est quoi le plus grand défi des employeurs, des shops et tout ça? C'est la main-d'œuvre. Donc, il faut que les propriétaires d'entrepôts s'en aillent dans des secteurs où il y a un boom de population pour avoir des gens. Ce qui est très logique. Là, dans exactement. Mais quand tu regardes juste les chiffres, tu te rends compte facilement que le parc industriel est beaucoup trop petit. Les gens voyagent, la 15 est pleine. Mm-hmm. Donc, de commencer à aller voir ces choses-là. Maintenant, tu sais, OK, moi, je veux développer l'industriel. OK? Et habituellement, ce que quelqu'un va faire, va dire, OK, moi, je m'en vais dans le parc industriel, je vais voir dans le secteur, y a-t-il des terrains à vendre, y a-t-il quoi dans ce secteur-là? Ils vont regarder à la ville, ils vont regarder un petit peu. Mais encore là, c'est l'humain, on cherche une façon, on regarde sur Internet. Nous, ce qu'on fait,
chez PML, c'est que les courtiers ont accès à ça, c'est qu'on est capable de voir, premièrement, sont où la majorité des ventes de terrain. OK? À partir du moment qu'on voit les ventes de terrain, on est capable aussi, on a pris tous les terrains au Québec, tous les cadastres, on a sorti toutes les zones, des zonages dessus, OK? Les grilles de zonage, excusez. Et là, on est capable de voir, c'est-tu l'industriel, du multirésidentiel, c'est-tu du commercial, c'est-tu du bureau qu'on peut construire sur ce cadastre. Bon, souvent, ça va être industriel ou commerce de détail ou les deux ou les trois multirésidentiels. Maintenant, il est où le besoin? Fait que si tu as bien beau vouloir faire un multilogement, mais s'il n'y en a plus, si la fenêtre d'opportunité du multirésidentiel se ferme, là, présentement, on le sait, c'est l'industriel qui est en demande. Donc, de voir ces données-là. Maintenant, OK, on a vu qu'il y a un terrain industriel. Là, on sait, OK, c'est quoi le vecteur du secteur? C'est quoi qui va se passer? En ramassant tous les hypothèques au Québec, nous, on sait qu'il y a une hypothèque de construction, donc un bridge de construction, qui s'est mis de 17 millions sur le cadastre Y. Donc, un bridge de 17 millions, oh, un projet intéressant qui s'en va à ce mois-là. Un bridge de 47 millions, pas tellement loin. Oups, il y a quelque chose qui se passe dans ce secteur-là. Puis là, quand tu te promènes en auto, tu ne les vois pas, là. Tu ne vois rien. C'est encore des champs. Il n'y a même pas de pancarte de futurs projets. OK? Donc, à partir du moment que tu es capable de détecter avec ces données-là ce qui s'en vient dans un secteur, des bridges de financement, là, tu le sais. Tu vois sont où les transactions de terrain. Tu vois où sont où les transactions hypothécaires, c'est-à-dire les bridges de construction. Donc, tu es capable d'anticiper qu'avec ces deux gros projets-là qui sont rendus sur cette rue, que toi, la seule chose que tu as à faire en tant qu'investisseur, c'est d'aller chercher tous les terrains à côté. Parce que automatiquement, ces terrains-là ont pris de la valeur. Et en plus, si tu es bien informé, le propriétaire qui n'est pas dans le marché, qui n'utilise pas d'intelligence artificielle, que de temps en temps, tu passes sa rue, puis il regarde son terrain, mais il n'y a rien qui se passe, lui, il ne sait pas tout ce qui s'en vient. La journée qu'il va le savoir, c'est la journée qu'il va avoir une pancarte, ça va être écrit méga projet 5 000. Exactement. C'est trop tard, hein, Trop tard. Alors que si tu as accès à toutes les bridges, à tout ce qui se fait comme financement, là, c'est le temps de commencer à l'approcher propriétaire du voisinage et de commencer à aller chercher ces terrains-là et de faire de l'argent juste un peu que Luc Poirier fait. Luc Poirier achète, optimise le zonage et souvent, pas tout le temps, mais souvent va revendre. Hey, c'est pas de gestion de locataire là-dedans. C'est complètement un autre monde. Là. T'es au préalable du marché à ce moment-là. C'est ça, exactement. Fait qu'imaginez quelqu'un comme tu donnes des outils comme ça à Luc, en plus de toute l'intelligence d'affaires qu'il a et de connaissances et la vision qu'il a, tu lui remets des outils comme ça en plus de détecter des choses. Où est-ce que ce gars-là peut faire? Fait que c'est ça un peu l'objectif des données. Et là, je vous ai parlé de l'Endev, mais on est capable en ce moment de détecter les propriétaires qui se mettent en vente. Okay? C'est fou, dans le multilogement. C'est fou l'information qui est recueillie avec ça. Encore là, je vais peut-être finir avec ça, l'importance des données. En ce moment, tu prends, exemple, on va chercher dans un secteur donné. On ramasse tous les loyers au Québec. Un peu à la Ziplex, mais à l'interne pour nous. OK? À Ziplex en passant, qui est un outil extraordinaire pour les investisseurs. Donc, on ramasse tout ça, nous, de notre côté, qu'on utilise pour nous. Et par la suite, on sait exactement présentement, il est où le boom d'immeubles en location. OK? Ça, si tu sais ce qui se met à louer, tu es à veille de voir ce qui s'en vient comme vacances en passant. OK? Parce que tu vois un boom dans tel code postal, habituellement, il y a 40 annonces par semaine, puis là, il y en a eu 67 en ce moment. Oups, il y a un pic. Et là, la machine va te le dire. C'est ça l'intelligence artificielle. Elle va te dire, il y a un pic dans ce coin-là. 2, il y a un taux de vacances aussi qui s'en vient, ou que les mêmes loyers, non pas seulement il y a un pic de logements à louer, mais en plus de ça, les loyers ont arrêté de progresser. Pourquoi? Est-ce que c'est une suroffre, donc plus de compétition, les propriétaires ne peuvent plus augmenter automatiquement. Fait que là, tu sais que le loyer ne monte plus, que l'offre locative augmente dans le code postal. Ensuite, la machine, elle va aller chercher c'est qui les 67 propriétaires dans le secteur, qui que l'immeuble depuis plus que 30 ans, 20 ans ou 10 ans, qui, avec les hypothèques qu'on ramasse depuis des années, n'a pas augmenté son hypothèque depuis 15-20 ans. Il y en a pas mal de ça. C'est ça. Les gens, on paye. Fait que là, nous autres, on est capable de voir, est-ce qu'il a juste renouvelé ou est-ce qu'au contraire, il a augmenté son hypothèque. Fait que s'il a augmenté son hypothèque, c'est parce qu'il est en mode croissance, il n'est pas vendeur. Mais si il fait juste payer son hypothèque à tous les 5 mois, à 5 ans, puis tu vois ça descendre, ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que ça va te permettre
OK, de voir un vendeur que non pas seulement il n'est pas en acquisition, il est en phase-out, il y a de l'annuaire loué. On ramasse tous les codes de régie. Donc, on peut savoir que habituellement, dans son immeuble, dans son parc immobilier à lui, précisément, il y a 5 codes de régie par année. Cette année, il y en a eu 17. Il est-tu tanné, vous pensez? Ensuite, tu vas régler un autre algorithme. Tu vas dire, c'est quoi son prénom? C'est-tu Alphonse, Jean-Claude, Paul ou c'est Antoine Félix? Qui sont la deuxième génération en arrière. Exactement. Et quand tu commences à faire jouer ça... À ce moment-là, votre équipe, devient... Donc, le cold call n'est plus du cold call, ça devient un appel constructif, c'est le courtier immobilier qui appelle, c'est le courtier hypothécaire qui appelle, c'est vraiment... Ça vient pinpointer votre prochain développement d'affaires à ce moment-là. Exactement. C'est l'anticipation de marché. C'est une machine de guerre, là. C'est fou, là. L'intelligence artificielle, c'est que ça prend plusieurs points de données. Dans votre cas, peut-être entre 8 puis 15, puis ça les rassemble ensemble. C'est capable de donner mettons, l'hypothèque, l'âge, les loyers, le secteur, tout, quand tu rassembles tout ça, ça te donne un portrait quand même d'un secteur, avec la démographie aussi, tu sais, où, exemple, là, on sait qu'il va y avoir possiblement un gros boom dans le coin de Gatineau dans les prochaines années. De pair, qu'est-ce qui s'en vient? C'est tout ça, quand tu rassembles tout ça, ça te permet d'avoir un portrait quand même complet. Les gens qui avancent ça, on va demander à Patrice, est-ce que ton information est bonne, Jean-Philippe? En effet, parce que, entre autres, les gens, vous avez vraiment ouvert 5 bureaux pendant la COVID sans savoir ce qui va se passer. On savait ce qui s'en venait. C'est parce que nous, on a les données, on voit les transactions immobilières qui explosent à Sherbrooke, qui explosent dans la région de l'Outaouais. Et pour nous, c'était simple. Tu ouvres un bureau à Sherbrooke, puis encore là, on n'avait qu'un courtier, là. On a ouvert un gros bureau. Pourquoi? Parce qu'on anticipe le marché. On sait qu'avec toute la construction neuve qui se passe présentement dans la région de Sherbrooke, et que les constructeurs, c'est habituellement pas des gens qui vont détenir à long terme, ces immeubles-là vont tous revenir sur le marché dans 3-4 ans. Ils vont les stabiliser, ils vont les remplir, question aussi de fiscalité, OK? Et par la suite, ils vont les remettre sur le marché. Donc, on a-tu vraiment pris un risque pendant le COVID pour ouvrir un bureau à Sherbrooke ou on a déjà planifié le nombre de transactions qui va se passer en 2025? Et là, la question, ça paraît bien dire on est rough, on est bon, malgré le COVID, on n'a pas peur. Je vous dis, il n'y a rien qui n'est pas planifié. Il est passionné, je suis écoutez, si les gens y avaient... en fait, on a les caméras, mais si vous pouvez voir la dernière, je sais pas, 8 minutes là, de la passion que Patrice nous a mis dans cette émotion-là, c'est vraiment, écoute... c'est l'avenir. On est rendu là, tu sais. Même nous, on le fait un peu à petite échelle dans notre business où on fait juste développer du neuf, où on avait plein de terrains ou d'immeubles dans des secteurs à revaloriser. Puis nous, on va pas... On travaille en amont, on travaille de l'autre côté. Je ne vais pas voir devant un immeuble, la maison est laide. Moi, je m'en vais à l'envers, je regarde mon zonage. Ce zonage-là est laid. Fait que, tu sais, je m'en vais pas à chaque porte, je vais en mass mailing. Tu sais. Fait qu'on on le fait un peu dans notre business, à plus petite échelle, évidemment, on n'est pas PMML. Mais on le fait à l'envers plutôt que de se promener et de dire cette maison-là, peut-être que je vais aller voir le zonage, voir c'est quoi. Au contraire, quand je m'en vais dans la rue, je sais déjà c'est quoi le zonage, ou je sais déjà où le zonage va s'en venir dans quelques années. C'est ça, parce que tu as une expertise. Puis là, en tant qu'investisseur, je sais qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui nous écoutent. Qui sont peut-être très allumés présentement. Ils sont comme, OK, on va faire sonner le téléphone, je pense. mais en même temps, c'est ça. Puis ça me dérange pas de partager tous les trucs qu'on fait, parce que 99,9% des gens ne bougeront pas là-dessus, anyway. Mais ça ne me dérange pas. Ça a été ça notre mentalité, de tout donner. Puis les gens qui sont prêts à embarquer là-dedans, on va travailler fort avec eux. Mais pour revenir au point, c'est qu'en tant qu'investisseur, c'est tellement important de se concentrer sur un secteur. Il n'y a rien de pire que tu peux appeler un courtier PMML puis dire moi, je cherche un immeuble. OK, le courtier va poser la question à quel endroit? Écoute, n'importe où, est-ce qu'il y a un deal. Sais-tu quoi? Un deal, c'est pas écrit en gros dessus deal. Ça se transforme. C'est un immeuble que tu étais capable d'identifier parce que tu connaissais bien le secteur. Parce que dites-vous une chose. Tu veux acheter un immeuble à la région de Saint-Jérôme, tu es de Laval ou de Montréal. La journée qu'un immeuble, un 8 logements ou un 16 ou un 40 logements sort à Saint-Jérôme, les 6 ou 7 personnes les plus actives de Saint-Jérôme, eux autres, en dans 10 minutes, vont faire leur offre. 10-15 minutes vont déjà commencer à faire leur calcul, puis ils savent exactement ce que ça vaut. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin d'intelligence artificielle pour savoir que le 4,5 sur telle rue, il se loue 850 et non pas 700, comme qui est affiché présentement. Et vice-versa. Donc, le gars qui maîtrise, ou l'investisseur plutôt, qui maîtrise le
son secteur va réagir plus rapidement. Fait que c'est important d'être... Parce qu'à un moment donné, je crois que l'intelligence artificielle va faire le push de plus. Reste que le bon sens, là. OK? Le vrai bon sens. Street ça, smart. c'est street Ouais. smart, mais ça, c'est l'investisseur qu'il faut qu'il le développe. Ouais. Ça revient à ce que tu dis, Jean-Philippe, c'est que tu sais exactement dans ton coin ce qui se passe, combien ça se loue, c'est quoi qui se construit, à Exact. combien ils vont demander, Comment c'est ça quoi coûte la de qualité. construire aussi, comment tu es prêt à offrir. Tu sais, on parlait avec James Martoni, qui est un développeur, puis c'est un gars qui m'a aidé beaucoup, puis c'est la même chose. Il dit, moi, des fois, je suis prêt à payer plus cher pour un terrain, parce que j'ai été voir la ville auparavant, puis la ville me dit, ah ouais, tu vas amener ça, nous, on veue ça. Gars, on va s'arranger entre les deux. C'est que des fois, il est zoné peut-être pour un 24, mais finalement, il dit, hey, on va y tirer parce qu'on va mettre un commercial, je vais acheter l'autre bout de terrain à côté. C'est que c'est toute une question de data à plus petite échelle ou de connaissance ou de dire, de vision là, aussi, de dire, gars, moi, je vais le pousser un peu plus loin. Je pense que c'est la base de l'investissement. On ne peut pas juste toujours être réactif. Des fois, il faut anticiper, il faut être proactif dans certains secteurs. Tu sais, ces deux villes-là, tout le monde joue avec les données aujourd'hui. Le big data, on est dedans, là. Ouais. Fait que la même ville, quand ils font leur étude pour savoir c'est quoi qu'ils vont émettre comme permis, les autres ici, ils savent que le parc industriel est sous-exploité. Ils doivent C'est sûr, respecter vous les- les avez dit. Non, Mais ils savent. Maintenant, est-ce que tu vas bâtir des méga mansions pour des gens qui vont travailler dans des shops ou tu veux travailler un type de produit précis qui va attirer une clientèle, un persona, on peut dire, Ouais. qui va travailler dans les... Dans ces deux ou trois projets-là qui sont Exactement. en cours. Exact. Et c'est là, puis on pense à l'inverse parce nous, on regarde, mais même les villes, eux autres aussi, à l'inverse, vont planifier, vont structurer, ils savent exactement ce qui s'en vient. Ou pas, ça dépend des villes. ça, par exemple... Jean-Philippe, pas de name dropping ici. Non, mais il n'y a aucun name dropping, mais des fois... Parle-moi pas de Longueuil, là. Non, mais malheureusement, il y a des villes qui manquent cette vision-là. On parle de Mirabel, entre autres, puis je trouve que c'est une belle histoire avec ça où ils ont eu l'ouverture d'accepter des Ray Junior, d'autres développeurs qui sont là, qui développent des grands déploiements. Il y a certaines autres villes qui sont géographiquement, pour moi, beaucoup mieux placées par rapport à la métropole, par rapport au réseau de transport, par rapport à tout, où on se demande pourquoi on n'est déjà pas 10 ans, 15 ans, 20 ans en avance sur les infrastructures, sur l'ensemble du transport en commun par la proximité. Fait que je pense que ça va venir. Je pense que souvent, l'urbanisme dans les villes n'a pas nécessairement la même vision qu'un urbanisme en privé où on voit des projets d'ampleur, des projets... Aucun investisseur qui voit le profit au bout de la ligne aussi. J'en s'entends. Exactement. Ouais, une question de Mais la profit, ville, une elle question ne pense aussi pas de la même de façon non vision. plus. Hein? C'est pas Non. ça. Mais ça revient à la base. Qu'est-ce que tu peux créer de valeur en tant qu'investisseur au marché pour que ça te revienne? Puis, c'est ça qu'il faut penser. Encore là, il ne faut pas tomber en amour avec le fameux réseau social. Tu sais, en ce moment, moi, mon attention, mes reach, tout le kit, c'est sur Facebook. Mais j'aime bien mieux Instagram. Je trouve ça plus agréable. Mais non, t'es un peu Pat. Faut pas que tu tombes en amour avec Instagram. Ça va venir, son temps va venir, il va dépasser d'autres. Mais là, en ce moment, l'attention est sur Facebook. Il ne faut pas que tu le lâches. Donc, en ce moment, les gens ont tombé en amour il y a quelques années avec le multirésidentiel. Fait que, est-ce qu'il faut tomber en amour avec le produit multirésidentiel ou il faut tomber en amour avec ce que les gens ont besoin pour se loger? Que ce soit une entreprise, que ce soit un individu ou une famille. Et c'est quoi? Parce que l'immobilier est très large. Fait qu'il faut tomber en amour avec, en tant qu'investisseur, c'est quoi le prochain produit? C'est-tu les chalets locatifs? Tu sais, et c'est là de se repositionner, de repenser. Il y a tellement de beaux moyens. Là, c'est pas... C'est ça. C'est d'être en avant de la vague. Malheureusement, ça doit... malheureusement, parce qu'on aurait peut-être Ben, encore un autre 3-4 heures sûrement, là, si on continue de même. Ben, Merci. Ben, Je vous remercie de votre invitation. Moi, je vous remercie de Merci. votre humilité de parler de vous puis de mettre à l'avant-plan pour les entrepreneurs. Moi, je suis C'est vraiment content de nice. savoir que Patrice avait les cheveux longs puis mangeait du gruau parce que c'est le genre de choses qu'on va aller chercher des fois. Puis je le dis à la blague, mais tu sais, les gens, il faut qu'ils réalisent qu'on n'est pas multimillionnaire. Ben, il y en a que oui, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont créé, qui ont travaillé fort, qui ont eu des temps difficiles, que autant tu sais, physiquement que des fois, on n'est pas là. Le mental, les échecs. Puis je pense que ça appartient à tout le monde de travailler à travers ça. Puis vous êtes le meilleur exemple. Puis j'ai vu un autre côté de vous aussi de dire, tu sais, PML, c'est pas juste non, la c'est grosse une belle entité. Puis je découverte, pense en qu'il y a tout cas. des gens qui vont découvrir des éléments puis vont se retrouver à travers ça aussi. Moi, je sais qu'on a deux grands voyageurs devant Ben nous. oui, Là, puis, tu sais, moi, je pose toujours la question qui tue, c'est où votre prochaine destination? Mais c'est pas ça que je vais demander aujourd'hui parce qu'on en a déjà parlé. Puis la réponse peut pas être Marrakech, OK? Mais les gens qui veulent voyager, là, qui se préparent à partir, là,
C'est où qu'on les envoie? Islande. Islande. On a fait un voyage en Islande il y a quelques années et je me rappelle pas d'avoir été à moins de 2 mètres qu'une personne. Donc, si vous voulez des espaces en ce moment, je m'en irais pas en plein milieu de l'Europe, puis pas parce que je n'ai pas nécessairement d'opinion sur le COVID, mais c'est plus, je pense qu'en ce moment, la distance, le plein air, le bien-être, de voir ces grands espaces-là, l'Islande, elle est magnifique. Ouais. À 5 heures de vol de Montréal. Cool. C'est Mais une c'est autre vrai, planète. c'est à C'est une côté. autre planète. Avec des chevaux en liberté dans les champs. Puis, Les aurores boréales à l'automne. volcans. ouais, non, c'est ça, Ouais. les volcans, ouais, c'est ça. Ah, Puis là, c'est cool. ouais. Un gros merci, Sana, Patrice, de votre générosité, de vos conseils, de votre expérience. Merci à François pour la co-animation. Merci à tous JP. pour votre écoute. La semaine prochaine, la semaine prochaine qui va être... la semaine prochaine... à ce Dans 4 moment-là, mois, là. La semaine prochaine, pour les gens qui vont nous écouter à l'automne, dans le podcast Le 13e étage, on va parler des vraies affaires.